Je démarre cette partie donc sur les grandes tendances. Peut-être un élément aussi que j'indique, Anne-Sophie, c'est il y a des personnes qui continuent à rentrer, si tu peux, voilà, Oui, ouais. parce que je ne vais pas toujours les voir. Très bien, donc comme l'année dernière, 5 points qui seront abordés. Les clientèles, comportements, nouvelles attentes, perspectives, prospectives. L'IA, en effet, avec les dernières tendances, sachant qu'on aura un focus à la fin du webinaire avec le témoignage de Corentin Nior qui a été prévu pour justement faire un focus sur l'IA et la manière dont lui l'utilise de manière quotidienne. Les dernières évolutions des grands acteurs de l'e-tourisme, ce qui concerne le tourisme durable et responsable et des tendances en communication et commercialisation. Donc, quelques tendances. Comme il y en avait beaucoup, beaucoup cette année et que c'est très dense, il y aura un support plus complet que vous recevrez après. Et là, j'ai essayé d'alléger pour qu'on arrive à tenir notre timing. Voilà. Donc, vous aurez peut-être un petit peu plus de choses par la suite dans le support PDF que vous recevrez. Donc sur les clientèles, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties et qui mettent en évidence des tendances qu'on va retrouver, vous allez voir, elles se croisent selon les différentes études. D'une part, l'essor des agents virtuels de voyage. On en reparlera avec l'IA, car en effet, le voyage et la mobilité sont les deux secteurs clés en ce qui concerne l'utilisation de l'IA pour des agents virtuels. Ensuite, l'ère du voyage transformateur. Vous connaissez la tendance FOMO, hein, qui est d'avoir peur de louper quelque chose. Eh bien, il y a les vacances, on a aujourd'hui les vacances JOMO, c'est-à-dire le fait justement de se déconnecter. Le plaisir de se déconnecter, de se ressourcer. Derrière, il y a aussi des notions de prévention. Augmenter sa longévité. Et donc vieillir mieux. Donc un certain nombre voilà, de vraiment d'éléments liés à la transformation et au fait que quelque part aussi, on voit que la plupart des voyageurs déclarent se souvenir davantage de ce qu'ils ont ressenti que de ce qu'ils ont visité pendant leur séjour. Donc la notion véritablement de l'émotion et de ce qu'ils ont ressenti est très très importante. C'est un élément clé. Autre tendance, les réseaux sociaux. Là, on y reviendra aussi dans la partie sur la communication. Selon Expedia, il y a 2 tiers des voyageurs qui commencent à planifier leur voyage sur des plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube. Et le taux d'achat progresse. Un tiers des utilisateurs achètent aujourd'hui via les réseaux. Donc là aussi, c'est un élément sur lequel on reviendra. Le tourisme face à des tensions. Un autre point, bien sûr, c'est qu'il s'agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles ou climatiques. Le tourisme fait face, évidemment, à beaucoup d'instabilité. Il y a un élément aussi dont on parle beaucoup, c'est la gestion des flux qui devient également un enjeu majeur pour certains sites où il y a des problématiques. Vous avez ici une petite carte où on voit qu'il y a des accès parfois qui sont limités aujourd'hui sur certains sites pour préserver les sites et éviter que ces sites soient surchargés en termes de flux touristiques. D'autres tendances qui vont se croiser, c'est les tendances qui ont été étudiées par Booking dans le cadre des études qu'ils réalisent chaque année. Une première tendance qui est assez intéressante, c'est le noctourisme. Profiter en effet du ciel, profiter de la magie de la nuit pour découvrir différemment, que ce soit d'ailleurs par rapport à des visites qui peuvent se dérouler la nuit ou par rapport au fait aussi de pouvoir observer les étoiles, hein, d'observer un ciel étoilé. Vous avez ici une indication donnée par Booking, et plus de la moitié des Français envisagent de visiter des destinations offrant de meilleures conditions pour observer le ciel et profiter de la magie de minuit. Euh, mais c'est lié aussi au changement climatique, où il y a un certain nombre de personnes qui prévoient d'intensifier leurs activités nocturnes pour éviter les fortes chaleurs. Hein. Et donc, c'est aussi des problématiques aujourd'hui d'adaptation aussi, de visite d'activité par rapport aussi à la chaleur qu'on peut avoir en pleine journée. De nouvelles activités de bien-être. Donc, cette notion de bien-être, on la retrouve vraiment de façon assez systématique dans toutes les études. Des virées entre hommes plus zen. Et oui, on pense parfois que les virées entre hommes, elles sont plus que sportives, entre guillemets. Et non, il y a aussi des virées aujourd'hui qui sont liées à de la déconnexion, de l'antistress, du repos. Et puis l'IA pour trouver des idées authentiques et des alternatives. C'est aussi un élément qu'on va retrouver dans les études sur l'IA. Ça sert à découvrir aussi peut-être de nouvelles choses, des choses peut-être moins fréquentées ou nouvelles. Des voyages multigénérationnels.
hein. Ce que certains appellent le skip gen travel, c'est les grands-parents en voyage avec petits-enfants. C'est des choses qui se font déjà depuis un certain nombre d'années, mais on voit que c'est une tendance qui est croissante, avec aussi un changement de priorité. Bon, on va offrir peut-être des voyages pour partir tous ensemble plutôt que de garder de l'argent pour l'héritage. Donc, il y a aussi cette tendance de pouvoir vraiment profiter en famille et de manière intergénérationnelle. L'aventure n'a pas d'âge, c'est le fait que les clientèles de baby boomers, qui sont aujourd'hui des seniors, des jeunes seniors, des seniors, sont beaucoup plus actifs que leurs aînés et veulent même pratiquer des activités à sensation. Donc on voit se développer des activités du type randonnée sur glacier, surf sur sable, parachutisme ou autres, plongée souterraine, qui sont recherchées par ces clientèles-là. Toujours selon Booking, des voyages neuro-inclusifs, c'est-à-dire des voyages et des séjours qui sont adaptés à des personnes qui ont des difficultés aussi neurologiques. On vit dans un monde aujourd'hui extrêmement stressant, avec pas mal aussi d'implications et de difficultés qui peuvent être liées à ces stress. Et donc, l'adaptation de séjours aussi pour ces personnes-là qui sont recherchées. Et puis quelque chose bon, qui nous concerne peut-être un petit peu moins ce matin, c'est des aéroports plus que des escales, des nouveaux services dans les aéroports. Alors, autre tendance, c'est selon Amadeus. Et là, vous allez voir que on voit vraiment tous les éléments qui vont pouvoir se croiser avec une première tendance qui est intéressante aussi parce qu'on peut la trouver dans un certain nombre de séjours dans toutes les régions de France. C'est le pouvoir de la nostalgie aussi. Revivre les jours heureux. Et donc, on va choisir aussi des séjours, par exemple des campings ou des stations traditionnelles, pour retrouver en fait des moments où on a vécu des moments privilégiés. Donc, ça montre aussi cette notion vraiment de grande fidélisation qui peut sauter parfois une génération, mais voilà, revenir vers ces jours heureux. La technologie, on en a parlé, plus d'expérience pendant le voyage. Des hôtels ou des hébergements qui peuvent devenir des destinations à part entière. Là, ce sont des concepts vraiment d'hébergement très uniques, très immersifs, et qui vont permettre aux clientèles de vivre quelque chose à part entière. On trouve ça, par exemple, avec les hébergements aussi du type les cabanes perchées, du type les hébergements insolites, du type aussi de certains types de camping, voilà, qui sont vraiment des destinations à part entière. Autre point qui nous concerne là aussi un peu moins, c'est la croissance de l'Asie. Mais c'est vrai que l'Asie est en train de prendre une place centrale dans le tourisme mondial. Et dernière tendance évoquée par Amadeus, plus de relations humaines, la notion de voyager aussi en petits groupes. Hein, on voit que les groupes ont tendance à, voilà, à devenir des petits groupes. Des événements sociaux aussi, c'est-à-dire voyager pour participer à des événements sociaux. Une hausse de voyage en solo, on reviendra sur cette notion de solo là derrière. Et puis des recherches de rencontres. Hein, pouvoir en effet rencontrer et avoir ces relations humaines au cours du voyage. Alors, trois autres tendances que j'ai pu repérer sur un certain nombre d'autres études et qui sont à croiser avec celle-là, c'est le voyage shopping, c'est-à-dire pouvoir acquérir des produits spécifiques qui sont un peu introuvables dans le pays ou la région d'origine, en découvrir de nouveaux via une immersion locale. Ça rejoint aussi toutes les découvertes de produits du terroir, de produits locaux, les visites de caves, l'œnologie. Enfin, voilà, on a ici l'envie de pouvoir profiter des séjours pour acheter un certain nombre de produits locaux qui sont véritablement le symbole aussi du territoire ou de la destination que l'on visite. L'autre point, je venais de l'évoquer précédemment, le voyage en solo. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par les clientèles entre 25 et 45 ans. Ça permet, pour eux, ça permet de se recentrer, de suivre leur propre rythme. Donc, de pouvoir véritablement aussi voilà, se ressourcer sur eux-mêmes. Il faut penser aussi à leur apporter de la sécurité, du calme et des expériences enrichissantes. Mais ça, c'est quand même une tendance, voilà, faut l'avoir en tête, qu'il y a quand même une proportion croissante de personnes qui souhaitent aussi voyager de cette manière-là. L'exploration pardon, culturelle, hein, trois piliers importants, la gastronomie, la dégustation, la restauration, c'est toujours un point extrêmement clé aujourd'hui parmi les séjours et les attentes des clientèles.
Quelque chose qui se développe, c'est de partir pour des festivals, des concerts, des grandes expositions. Et donc là, c'est vraiment pour vous, c'est aussi toujours mettre en évidence, mettre en valeur voilà, ces animations, ces festivals qui peuvent y avoir à proximité et qui peuvent générer en effet de la venue. Une motivation et un motif de voyage de plus en plus important, de séjour de plus en plus important. Et puis des voyages thématisés, avec certaines thématiques qui permettent de découvrir. Ça peut être autour de peintres, d'écrivains, de différentes motivations culturelles. Alors, un point particulier que je souhaitais aborder, c'est la campagne. Là aussi, un certain nombre, il y a une nouvelle étude réalisée et qui montre l'engouement croissant pour les séjours à la campagne, même si la mer reste toujours une valeur sûre, mais on a cet engouement croissant. Les voyageurs sont essentiellement français hein, pour la campagne, c'est 80% des séjours, et près d'une nuitée sur deux sont réservés par des familles. Donc, on a voilà, ces séjours à la campagne et ces séjours familiaux à la campagne. Un tiers des hébergements proposés par Airbnb en France se situent aujourd'hui en zone rurale. Donc c'est aussi un élément important et un élément clé, sachant que les réservations pour les séjours à la campagne au niveau d'Airbnb ont progressé de 10% par rapport à l'année dernière, en 2025 par rapport à l'année dernière. Donc, on a cette recherche de campagne et liée bien sûr à l'authenticité aussi, le fait de se déconnecter, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont des éléments importants pour les clientèles. Alors, dans cette tendance à la campagne, l'étude qui a été réalisée a mis en évidence 5 types de tendances. Le retour aux sources, c'est-à-dire le fait de redécouvrir le patrimoine culturel, historique, et lié parfois voilà, au savoir-faire artisanal, aux traditions. L'échappée lente, c'est en fait, ce qu'on traite à travers souvent le slow tourisme, hein, ce qu'on appelle le slow tourisme, prendre le temps, ralentir, voilà, s'immerger dans cette vie locale, se réapproprier son rythme, et c'est vraiment s'intégrer à l'écosystème local. Le voyage intergénérationnel, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'à la campagne, on a dit qu'on retrouve pas mal de familles, et des familles élargies aussi, et des amis. Et donc, ils recherchent des hébergements conçus pour accueillir les grandes tribus. Donc, un point également très important à ce niveau-là. Ce qu'on a appelé la terre happy, la nature comme source de bien-être. Hein. Donc, on retrouve toujours là aussi ressourcement, déconnexion, profiter aussi du silence, retrouver une harmonie intérieure. Et puis, l'aventure. L'aventure, les activités outdoor, pouvoir aussi pratiquer du trail. Hein, il y a une tendance assez forte aussi aujourd'hui sur le développement du trail, l'escalade, la randonnée, les voyageurs voilà, qui vont soit ils sont sportifs vraiment aguerris ou amateurs, mais ils transforment leurs vacances en séjours actifs et ils peuvent allier aventure et déconnexion technologique pour un certain nombre d'entre eux, euh, certains autres restant quand même connectés. Donc, aventure aussi en extérieur, l'outdoor. Alors, autre petit focus, c'est les voyages des seniors. Là aussi, une étude Alliance Tourisme Ipsos a été réalisée en 2025 et qui rappelle que même s'ils représentent moins d'un tiers de la population, ils sont 70% à avoir voyagé au cours des 2 dernières années. Et c'est eux qui ont le plus grand budget annuel pour les vacances. Bien sûr, ils peuvent partir un peu plus hors saison et privilégient la facilité d'accès, la sécurité et la présence d'un système de santé. Euh, Contrairement voilà, aux idées reçues, les seniors utilisent massivement les sources numériques pour leurs vacances. Et ils privilégient aussi des destinations de proximité pour des raisons écologiques. Donc, on a voilà, ces deux tendances qui sont fortes également pour cette clientèle senior. Et puis, un dernier point qui est vraiment important, c'est l'accessibilité au niveau handicap, entre guillemets, hein, accessibilité handicap, qui est une clé de réussite, puisque un quart des plus de 60 ans présentent une limitation fonctionnelle sévère. Donc, avoir ça également en tête, hein, croissance de la démographie aujourd'hui en ce qui concerne les seniors, donc avoir en effet ces éléments qui permettent d'avancer avec eux et de pouvoir les accueillir au mieux.
Alors, dernier focus, c'est sur les attentes des enfants. Là, c'est une étude un peu originale qui a été lancée, vous voyez, par Abu Dhabi, le territoire d'Abu Dhabi. Mais ils ont interrogé 7000 parents et enfants sur plusieurs marchés, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Allemagne, la France, l'Italie, et puis bien sûr l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et pour la France, euh, quelques tendances ont pu être repérées, qui d'ailleurs se recroisent hein, avec d'autres nationalités. Euh, Très grande majorité, la quasi-totalité des enfants veulent essayer des activités dont ils peuvent parler à leurs amis. Et sachant qu'ils sont très inspirés aussi parce que leurs amis ont fait. Donc, le côté, voilà, pouvoir parler de ces activités, ils cherchent des occasions de nouer des liens, de se faire de nouveaux amis, mais ils veulent aussi des vacances en famille et qui donnent l'impression de plonger dans leur jeu, film et monde imaginaire préféré. D'où le succès d'un certain nombre de parcs d'attractions, de lieux qui leur permettent de pouvoir en effet être un peu dans ces mondes imaginaires qu'ils aiment. Ils aiment bien aussi des activités autour de l'imagination du jeu de rôle aussi. Comme aussi vivre la vie de, c'est-à-dire être pilote de course, gardien de zoo ou astronaute le temps d'une journée. Et puis, les enfants français particulièrement sont attirés par les activités aquatiques. C'est-à-dire que là, c'est la quasi-totalité des enfants qui ont répondu qui souhaitent passer une journée dans un parc aquatique. Donc, véritablement, la dimension aussi aquatique très très forte pour ces enfants. Donc voilà, mais on voit bien aujourd'hui pour les enfants ce lien aussi avec tous les mondes imaginaires et qui sont portés par des films, des séries, des livres. Voilà. Donc c'était le premier aspect, les grandes tendances des clientèles avec voilà, quelques points clés à repérer qui peuvent vous intéresser parmi ces tendances. Je vais aborder maintenant le deuxième sujet qui concerne l'IA. Alors, pour l'IA, euh, première chose, on constate aujourd'hui que ce que crée l'IA est un bouleversement aussi fort que l'arrivée du web il y a en effet un certain nombre d'années. Il y a une étude donc nationale qui avait été lancée sur IA générative, s'unir ou subir, et qui a mis en évidence un certain nombre de points. D'une part, l'IA malheureusement va accentuer les monopoles existants. Donc, il y a nécessité, et c'est ce qu'ont constaté un certain nombre de grands acteurs français, de développer ce qu'on appelle un LLM, pardon, c'est-à-dire c'est un modèle de langage, c'est une forme, j'ai mis la définition là ici, d'avancée d'intelligence artificielle, voilà, qui est conçue pour traiter de vastes quantités de données afin de comprendre, interpréter, générer du langage humain. Donc les LLM, elles peuvent générer, classer du texte, converser, traduire. Et par exemple, c'est elles qui peuvent alimenter des chatbots ou ce qu'on appelle des agents conversationnels. Voilà. Donc, ce qu'a mis en évidence cette étude, c'est la nécessité de développer un LLM en commun et de partager les données touristiques. Donc, il y a eu création d'un espace de données qui s'appelle EONA X, qui permet ce partage des données touristiques. Et ensuite, il y a eu la création cette année d'un consortium issu justement d'EONA X, nommé Gen for Travel, qui regroupe Accor, ADP, Atout France, Themis X et All the Way, qui sont des sociétés spécialisées. L'idée, c'est que chacune des entités possédera les informations relatives aux voyageurs, mais aura accès aussi aux inventaires de ses partenaires. L'idée, c'est de permettre de créer un même assistant conversationnel, mais pas avec le même nom. C'est-à-dire de mettre en commun, en fait, des moyens pour sortir des technologies très performantes, mais qui pourront être exploitées par les uns et par les autres. Donc, constatant l'enjeu que ça représente, en effet, on voit aujourd'hui ces consortiums qui sont en train de travailler à cela. Les impacts de l'IA dans la recherche sur Internet. Il y a eu un webinaire l'année dernière, hein, animé par Grégoire. Il en réanimera un parce que les choses bougent beaucoup. Donc, il y en a un nouveau webinaire qui aura lieu en janvier. Pour l'instant, les requêtes LLM, ça ne représente à peu près que 2,6% du trafic, qui est du trafic SEO, c'est-à-dire du trafic lié au référencement sur les moteurs de recherche. Donc, on n'est pas encore voilà, dans une majorité, mais c'est en train de s'accroître très rapidement au fur et à mesure.
Donc, on passe, ce qu'on avait évoqué déjà l'année dernière, du SEO au GEO, c'est-à-dire au Generative Engine Optimization. Être référencé, ça implique que la structuration technique du site soit bonne. Donc, on ne peut pas avoir un site trop, voilà, bidouillé, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment la structuration du site doit être impeccable. Le contenu doit être optimisé et respecter toutes les normes et les standards du référencement naturel classique. On voit que 80% des fondamentaux du référencement naturel sont repris par l'IA, par les moteurs conversationnels. Ensuite, on constate, ça c'est des nouvelles constatations, Wikipédia devient un index de référence aussi pour ChatGPT. Donc, lorsqu'on est un territoire, une ville, un site, une marque, voilà, il faut toujours penser que Wikipédia reste un élément important. De même que le contenu UGC. Ce qu'on appelle UGC, c'est le contenu produit par les internautes sur le web. Hein, donc ça peut être les avis clients, entre autres, voilà, les avis clients, mais ça peut être aussi des témoignages, ça peut être des blogs, ça peut être donc toute production en fait générée par des internautes sur le web et repris aussi assez largement par les moteurs conversationnels qui considèrent que ce sont des informations entre guillemets authentiques. Hein. Je mets le petit guillemet. Euh, Faire des FAQ aussi, des foires aux questions, ça permet aussi d'alimenter les moteurs conversationnels et des tableaux, c'est-à-dire des informations toujours structurées, comme des listes à puces, pardon, des tableaux, etc. Bien sûr, bon, c'est un sujet sur lequel Grégoire reviendra lors du webinaire. Alors Google, il rajoute un peu plus d'IA dans ses services. Il y a des évolutions voilà, qui concernent plusieurs services, hein. Search, c'est-à-dire la recherche, Maps, les cartes, Lens et Gemini. Gemini qui est l'assistant, voilà, qui est le LLM de Google. Alors, Search, l'internaute maintenant va obtenir des aperçus générés par l'IA avec des commentaires sur les points d'intérêt, une sélection de photos, une idée d'itinéraire de voyage qui peut se présenter via Maps. Et il peut aussi rechercher un hébergement et recevoir une notification par mail lors d'une baisse de tarif. Donc ça, c'est en cours de développement. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore ça de façon systématique. Là, ce sont des évolutions que Google a annoncées en 2025 et qui vont d'abord se développer aux États-Unis et ensuite sur le reste des territoires. Mais on voit l'importance que va avoir Google dans ses recherches. Google Lens aussi a amélioré un certain nombre de choses, puisque vous savez, avec Lens, on peut, voilà, on peut afficher, on peut faire une capture d'écran, faire une photo, et ensuite, là, eh bien, on pourra avoir un itinéraire de proposer pour s'y rendre et peut-être l'enregistrer pour une future visite. Il sera possible de poser une question à l'oral aussi pour obtenir des informations au sujet du monument. Donc, vous voyez là aussi l'évolution qui est en train d'arriver avec Lens, qui peut remplacer finalement un certain nombre d'audioguides ou d'applications de visite ou d'itinéraire. Et Gemini, ils sont en train de développer GEMS, qui est une fonctionnalité d'assistant de voyage qui permet de créer un planificateur de voyage personnel. Voilà. Donc, vous voyez comment Google est en train de mettre de l'IA un peu dans tous ses services pour développer des services de façon complémentaire et faire pratiquement avec Search, on a déjà un premier assistant de voyage finalement. Alors, l'IA facilite aussi la gestion des avis en ligne et ça peut faciliter pour vous directement, ça peut faire partie des choses que vous pouvez aussi traiter en direct. Et puis My Hotel Reputation, que vous connaissez, qui travaille dans la relation client dans le secteur de l'hôtellerie et qui travaille notamment sur toute cette gestion d'avis en ligne, a créé une solution qu'ils ont appelée Angelia, qui s'appuie sur l'IA générative pour simplifier la gestion et la réponse aux avis clients. Donc là, ils ont utilisé d'ailleurs plusieurs LLM pour faire leur solution, c'est-à-dire ils ont travaillé avec ChatGPT, Llama, Claude ou encore Gemini. Donc il y a pas mal de choses qui sont travaillées. Et pour chaque avis, deux réponses sont proposées. Alors, de façon générale, entre professionnels du tourisme et l'IA, eh bien, il y a encore quelques années, vous voyez ici une étude faite en 2003, une enquête européenne qui avait montré, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 2 ans et demi, les 2 tiers des hôteliers n'utilisaient pas du tout l'IA et 20% l'utilisaient depuis moins d'1 an.
Aujourd'hui, il y a une étude menée par Food Hotel Tech en 2025. Bon, alors je me méfie quand même un petit peu parce que Food Hotel Tech, c'est le salon des nouvelles technologies pour l'hôtellerie et la restauration. Donc, vraisemblablement, voilà, les personnes qu'ils ont interviewées étaient quand même sensibilisées aux technologies. Mais 75% des répondants avaient déjà adopté l'IA. Donc, voilà, on est quand même sur une phase croissante. Alors, l'IA, il peut faire gagner du temps. En effet, j'évoquais le fait de répondre aux avis clients, en tout cas de vous aider à répondre aux avis clients, de vous aider, parce que c'est en assistance, à travailler votre stratégie tarifaire ou à trouver des idées d'animation sur une thématique, des idées aussi, ou de travailler des campagnes publicitaires, de gagner du temps sur des tâches administratives. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez vous faire assister. Et donc, vous voyez là au-dessus, on met en général voilà, le petit E et Académie. C'est pour indiquer les ateliers. Vous voyez qu'il y aura des ateliers cette année sur le top des outils à intégrer dans la gestion quotidienne. Hein, Sable d'Olonne, Vie et Boulogne, Champagne-Colinas, Sainte-Suzanne-les-Couévrons, Vallée d'Assart. Donc, un certain nombre d'ateliers sont prévus sur ce thème. Marie-Anne, c'est l'assistante voyage IA qui a été créée pour la destination France. Hein. Elle avait été lancée en 2004, février 2004, et créée avec une start-up française qui est basée à Bordeaux, génial, pour accompagner les voyageurs voilà, dans la planification et la découverte de la France. Donc, quels sont les résultats au bout d'un an? Eh bien, en 2025, ils ont pu constater qu'il y avait eu quand même 15 000 sélections qui avaient été faites en 15 langues, que ça avait permis de générer plus de 7 000 itinéraires avec beaucoup de points d'intérêt touristiques et que les thèmes recherchés, qu'on voit évidemment de façon classique pour la France, la gastronomie, la culture, le patrimoine, mais un intérêt croissant pour la nature et les activités de plein air. Voilà. Et un taux de satisfaction de 92%. Donc, ils sont en train de travailler sur une V2 qui va inclure, notamment, ils vont inclure toutes les informations aussi tourisme et handicap dans la V2. Donc, pour faciliter l'accessibilité, donc il y a voilà, un certain nombre de projets de développement autour de Marianne. Voilà. Alors, d'autres régions et d'autres départements s'y mettent. Je l'avais déjà évoqué d'ailleurs certains d'entre eux la dernière fois, l'année dernière. Là, cette année, on a aussi ICIA, qui est l'agent conversationnel des Charentes. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site des Charentes pour le tester. Ils expliquent d'ailleurs pourquoi ils utilisent et comment ils utilisent l'IA. Ils ont travaillé avec la même startup qu'Atout France et l'idée de cette IA, c'est de faciliter la recherche d'activités et d'événements. Hein. Donc, la vente n'est pas encore intégrée, mais voilà, on a ça. Donc, vous pouvez voir, voilà, les choses sont en train d'arriver petit à petit. Il y a aussi des nouveaux guides touristiques qui sont nourris à l'IA. Vous avez ici, par exemple, une application qui s'appelle Around Us, qui permet aux voyageurs de visiter une destination en sortant des sentiers battus, grâce à l'IA générative. Donc voilà, j'ai fait une recherche là sur Cholet, par exemple, voilà, en Vendée, et j'ai essayé de regarder sur Cholet qu'est-ce qu'il y avait. Et donc l'application récupère en fait, se nourrit à partir de données de plusieurs sources, notamment Data Tourisme. Vous savez, j'en reparlerai, qui est la source qui globalise en fait toutes les informations qui proviennent des offices de tourisme, des CDT et qui proviennent donc de tous les acteurs du tourisme en France. Hein. Et puis, ils veulent développer aussi un aspect collaboratif via une communauté d'utilisateurs, donc ils viendront rajouter ou compléter certaines informations. Donc, cette application mobile, voilà, est assez intéressante. Et puis, vous avez même des startups privées qui se mettent sur ces problématiques de data, d'information touristique et d'assistants IA, comme cette startup qui a constitué une base de données enrichie de multiples sources tracés et contrôlés, donc sur lesquels c'est vraiment le travail qu'ils ont fait est un travail assez minutieux pour en fait derrière faire soit des outils, des guides, des sites internet, vendre de la donnée également, ou bien proposer des assistants IA pour aider les acteurs du tourisme à mieux informer leur clientèle. Donc, ils ont déjà développé voilà, ce qu'ils ont appelé le génie, l'assistant IA, qui peut permettre de réaliser différentes choses. Il y a un partenariat prévu avec Le Havre, donc voilà, c'est encore une start-up. Hein. Donc on est encore sur des choses un peu, voilà, un peu expérimentales. Et alors, comme je parlais de la data, je voulais évoquer aussi la vitrine grand public Data Tourisme qui est sortie, qui s'appelle Explore, et qui est la nouvelle porte d'entrée grand public vers toutes les données touristiques issues de Data Tourisme.
Alors, elle est encore en, voilà, elle vient de sortir, donc elle a encore quelques petits bugs, mais voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est intéressant, puisque toutes les données peuvent être consultées sous forme de liste ou de carte, peuvent être exportées. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition, c'est ce qu'on appelle l'open data, de mettre à disposition vraiment des informations. Il y a plus de 500 000 points qui proviennent des systèmes d'information touristiques locaux, comme par exemple la base de données régionale Esprit, hein. Donc, c'est là où on voit vraiment data tourisme qui globalise la totalité des systèmes d'information locaux, départementaux, régionaux en France. D'où l'importance quand vous remplissez votre fiche esprit, je, je fais la petite parenthèse en passant, mais qui est essentielle parce que l'information que vous mettez à un moment donné, elle est diffusée très très largement dans plein de sites web et plein d'applications. Alors, comment évoluent les pratiques des touristes avec l'IA? On est sur une utilisation. Alors, c'est une étude Booking, donc voilà, à prendre avec un petit peu de précaution. Là aussi, on est sur des personnes qui sont peut-être un peu plus technologiques que d'autres. 40% des personnes qu'ils avaient interrogées avaient utilisé les outils IA, soit pour planifier le séjour, soit pendant la durée du séjour. Mais ils étaient près de 80% envisagés de le faire à l'avenir. Là, ce qu'on voit, c'est un élément que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'ils y voient une opportunité pour croiser moins de voyageurs en évitant des destinations surpeuplées. En fait, ils cherchent des destinations un peu différentes. Ils cherchent de la personnalisation. Ils veulent pouvoir découvrir d'autres activités, des activités culturelles, des possibilités de se restaurer. Donc, voilà, ils recherchent en fait à travers l'IA de la personnalisation. Des freins quand même, et je vais revenir sur les freins et un quart seulement ont pleinement confiance dans les données, dans les informations données par l'IA. Et il y en a même qui se sentent voilà, pas très à l'aise à l'idée de faire confiance à l'IA sans validation humaine. Donc, en général, ils vont rechercher de la validation pour l'instant aussi ailleurs, hein, sur d'autres sites web, en interrogeant des acteurs du tourisme, en interrogeant d'autres personnes. Et on recroise ça avec les craintes des voyageurs. C'est un sondage à Islander qui a été mené auprès de 1000 voyageurs français, notamment sur l'utilisation de l'IA. Et ça a mis en relief quelques défiances. La première défiance, c'est le risque de tomber sur de faux avis générés par l'IA, hein. Donc l'inquiétude autour des avis. La deuxième inquiétude, c'est la crainte d'avoir des images de voyage faussées. Oui, parce qu'on peut faire finalement, on en reparlera tout à l'heure avec Corentin, voilà, on peut faire pas mal d'évolutions dans les images, mais justement, plus d'un quart des sondés déclarent avoir déjà été induits en erreur par des photos trompeuses. Donc, recherche vraiment d'authenticité dans les images. Et au final, il serait pratiquement la moitié ou plus de la moitié à demander une interdiction de l'usage de l'IA pour le marketing et la communication touristique. Donc, ils sont un peu inquiets. Voilà, inquiets au sujet de la manière dont ils pourraient être trompés via l'IA. Alors, j'avais une question à vous poser. Alors, comme vous êtes très nombreux, la question, on vous la pose à travers la messagerie, hein. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour indiquer ce que vous avez déjà fait. Euh, Est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA dans votre activité? Avez-vous des projets pour 2026? Et bien sûr, tout ce que vous répondrez, voilà, on le, on- on le remettra éventuellement dans le support, mais c'est très intéressant de savoir aujourd'hui où vous en êtes dans l'utilisation de l'IA. Donc, je vous laisse y répondre. Alors, je vois, voilà, un essor de l'IA sur les outils métiers. Oui, 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 il y a de l'IA qui rentre dans tous les outils métiers, hein, en effet. Euh, alors, la sélection, je ne sais plus ce que c'est, mais sur tourisme à craindre, s'il y a génère des circuits, non. Alors, oui et non, dans le sens où ça va dépendre en fait du type de demande qui est faite. Donc, si on voit que les attentes des clients, c'est de partir aussi sur des lieux qui seraient un peu moins fréquentés, euh, ça peut être pertinent, mais voilà, en effet, il y a une question à se poser. Pour publier sur les réseaux sociaux, vous l'utilisez, oui, pour réaliser des textes, des argumentaires. euh, Au quotidien, pour certains d'entre vous, répondre aux réponses clients, avis clients, développement de la commercialisation.
pour des textes, pour répondre. Je vois aussi aux clients. Pour créer des personnages, pour un jeu de piste, bah oui, 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 on peut, voilà, on peut en effet avoir cette utilisation pour finalement être assisté dans de la créativité aussi, hein, pour pouvoir travailler sur des textes, en effet, toujours documents d'accueil. Alors certains ont testé, mais ça ne leur correspondait pas. Ça peut aussi, ça peut aussi arriver, sachant que, voilà, on vous expliquera aussi que pour que ça corresponde, il faut vraiment faire des demandes aussi très très précises. Ce qu'on appelle les prompts. Corentin vous en parlera aussi. Reformulation de phrases, recherche d'idées, d'inspiration. Création d'un descriptif sur les OTA. Alors oui, ça peut vous aider à créer. Alors après, à vous aider, puisqu'il faut quand même souvent faire attention. L'IA utilise parfois des termes un peu trop exceptionnels, donc il faut, voilà, il faut bien lui donner des directives sur le fait qu'on ne part pas dans du superlatif. Euh, voilà, et puis certains d'entre vous ont l'intention de l'utiliser. Certains même pour créer, j'ai vu, voilà, créer un circuit vélo. Donc, il y a vraiment différentes utilisations très, très intéressantes. Je pense qu'on pourra voilà, en refaire une petite liste. Et il y a des choses vraiment intéressantes à travailler. Je vous ai mis ici sur cette slide le fait qu'il va y avoir aussi justement beaucoup d'ateliers, on l'a évoqué, un webinaire, deux formations, une formation développer votre commercialisation. Non, c'est pas celle-là, pardon, là il y a une petite erreur. Bah, je corrigerai. Euh, hop, pardon. Utiliser l'IA pardon, pour générer des contenus textes personnalisés, utiliser l'IA pour produire des contenus pour les réseaux sociaux et des ateliers, et également des ateliers aussi sur produire justement des contenus avec l'assistance de l'IA. Donc, super intéressant tout ce que vous avez indiqué pour vos utilisations. Et je pense qu'il y a en effet des utilisations qui peuvent vous aider à avancer. Alors, vous propose de passer au troisième point qui est les dernières évolutions des acteurs du tourisme. Alors, ces évolutions, bah, de nouveau, on va recroiser avec de l'IA. C'est-à-dire que voilà, Google a annoncé en effet son mode IA, j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, pour simplifier la planification, réservation, personnalisation des voyages. Et donc l'idée qu'à partir d'une requête conversationnelle, on peut avoir des itinéraires, des hébergements, des transports, des restaurants, des activités sur mesure. Et il y a même un projet qui s'appelle Marinaire, qui va plus loin avec l'automatisation derrière de l'achat de billets ou de réservation via Google Pay. Donc, pour l'instant, voilà, c'est en développement. Certains sont en projet, ne sont pas encore développés, comme le projet Mariner. Voilà, ils sont en état de projet, ils sont en train de commencer à travailler là-dessus. Mais on sait que voilà, ces projets vont pouvoir se heurter à différents obstacles. Il y a des obstacles juridiques, il y a le côté monopole hein, de Google qui peut créer des difficultés. Il y a des difficultés économiques, puisque finalement Google gagne énormément d'argent avec la publicité. Il ne peut pas non plus scier la branche sur laquelle il est installé. Donc, voilà. Et puis, adoption réelle par les utilisateurs, donc à voir, à suivre dans les années à venir. Par contre, ce qu'a déjà fait Google, c'est par exemple de bloquer l'affichage des tarifs d'hôtels renseignés manuellement. Depuis juillet 2025, seuls les hôtels qui ont un channel manager, c'est-à-dire voilà, un outil qui leur permet de gérer différents outils de réservation, centrale de réservation voilà, ou Booking Engine, ont leurs tarifs affichés dans les résultats de Google Hôtel. Alors qu'auparavant, on pouvait avoir aussi des résultats, pardon, des tarifs renseignés manuellement. Alors l'idée, c'est que c'est sans doute une évolution justement dans un souci d'information fiabilisée et en lien avec le fait d'ouvrir la possibilité de réaliser des réservations via l'IA. Alors vous avez ici, j'ai mis quelques liens sur des articles qui expliquent un petit peu plus précisément en effet ce qui se passe, mais voilà, on a ce blocage. Par contre, alors, enjeu plus que jamais stratégique de votre fiche établissement de Google, hein. Donc, il y aura d'ailleurs des ateliers qui sont proposés avec les offices de tourisme sur ce thème. 91% des recherches proviennent toujours de Google et la fiche, elle est vraiment optimisée en permanence. La catégorie, la description, vous pouvez publier du contenu, hein. On peut publier voilà, des messages, des contenus. Les photos qualitatives, l'actualisation, les périodes, les jours, etc., d'heures d'ouverture, les avis clients
super important, d'autant plus que les avis aujourd'hui deviennent aussi une matière première pour les IA. Et une nouveauté que je signale et qu'il faut regarder, c'est vous pouvez rajouter WhatsApp dans vos contacts. Et on sait que WhatsApp est un des réseaux sociaux, est en très très gros développement. Donc c'est pour vous intéressant de pouvoir rajouter WhatsApp dans vos contacts. Donc voilà, vous passez par chat, puis message ou WhatsApp avec le numéro de téléphone ou l'URL pour indiquer cela. Google aussi intègre les contenus générés sur Instagram. Ça, c'est un point également extrêmement important. Euh, Depuis juillet 2025, Google intègre et indexe les contenus provenant d'Instagram au sein de son moteur de recherche, y compris avec son outil d'IA. Donc les photos, les carousels, les réels vont contribuer au référencement naturel. Donc ce qui est très important, c'est justement ces photos, ces carousels, ces réels, les géolocaliser, mettre des mots-clés, avoir des textes alt images, identifier éventuellement des personnes pas, mais voilà, il faut véritablement se dire qu'il y a une indexation maintenant des contenus Instagram. Alors, quels acteurs se démarquent aujourd'hui sur les moteurs de recherche concernant ces grands acteurs du tourisme? Eh bien, les OTA concentrent 70% du trafic de référencement naturel. Alors, bien sûr, Booking, Airbnb en première place. Ensuite, on a Kayak, puis Skyscanner. Pour les agences de voyage, on a les grandes agences Carrefour Voyage, Voyage Privé, Leclerc Voyage qui captent 70% du trafic SEO des agences. Ouais. Et avec toujours bien se noter ce trafic mobile aujourd'hui, hein, qui est vraiment le premier trafic de recherche. Dans le secteur du camping, on a Camping France et Camping.com qui captent ensemble près de la moitié des visites. Sachant que là, on a un marché qui est très, très concurrentiel, avec une forte pression sur le référencement naturel. C'est vraiment dans le secteur des campings, il y a voilà, cette forte concurrence. Et puis, le SEO, et donc, c'est à peu près 36%, donc le référencement naturel du trafic, sachant que les réseaux sociaux et le SEA, c'est-à-dire la publicité, hein, SEA, c'est la publicité, sont en croissance. Donc, réseaux sociaux en croissance, SEA en croissance, sachant quand même que le référencement naturel reste le premier. Alors, Booking met à jour aussi le calcul des notes des avis clients. Ça, c'est une nouveauté 2025 aussi. Ils ont priorisé les notes les plus récentes dans leur algorithme, ce qui est assez intéressant parce que en fait, l'idée, c'est voilà, que les scores reflètent les expériences les plus récentes de l'hébergement et pas simplement une moyenne. Donc il y a plus de transparence et de clarté pour le voyageur. Hein, voilà, le côté récent est vraiment mis en avant. Et puis ça encourage les hébergements à viser une amélioration continue, puisqu'on est plus rapidement récompensé de ses efforts, hein, à partir du moment où les notes sont calculées de cette manière-là. Alors Expedia poursuit des développements aussi avec l'IA et lance Trip Matching. Donc Expedia a vraiment avancé sur ces sujets. Il lance de nouvelles fonctionnalités chaque année. Et là, c'est de créer un itinéraire à partir de vidéos Instagram et ensuite de réserver le séjour. Et on sait que 80% des millennials s'appuient sur des réseaux sociaux pour leur prochain voyage. Donc, l'idée, c'est comment ça fonctionne? Eh bien, euh, on va partager n'importe quelle vidéo voyage trouvée sur Instagram sur son compte Expedia. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a partagé la vidéo sur le compte Expedia, on va bénéficier, grâce à Trip Matching, d'une sélection de recommandations et d'itinéraires générées par l'IA à partir de la vidéo. Donc, en reprenant la vidéo, il va créer l'idée d'un itinéraire et d'un séjour. Et à partir de là, on peut choisir l'itinéraire et réserver directement sur Expedia. Donc, vous voyez aussi là le lien qui se fait avec les réseaux sociaux et le fait que Instagram, on verra tout à l'heure, prend également une place de plus en plus importante comme plateforme par rapport au voyage. Alors Airbnb, toujours dans ses grands acteurs, réactive les expériences et propose de nouveaux services à domicile. En effet, ils avaient lancé une catégorie expérience qu'ils avaient arrêtée en 2022. Et aujourd'hui, elle a été reprise en 2025. Donc, ils relancent les expériences. Donc, cette année, en 2025, il y avait donc plus de 1000 expériences qui étaient proposées en France. Et puis, parallèlement à cela, ils ont lancé des services à domicile. Donc, il est possible de proposer sur Airbnb des expériences et des services à domicile. Ça peut être des chefs à domicile, des soins de beauté, du bien-être, enfin voilà, des services complémentaires.
Donc, un élément voilà, important sur la façon dont Airbnb diversifie et essaye de développer certaines choses. Les dernières nouvelles et débats étant que Airbnb s'intéresserait à l'hôtellerie. Ça, c'est en cours de discussion en ce moment. Donc, une fois avoir vu ces grands acteurs et rappelé quelques tendances concernant ces acteurs, notre quatrième point concerne le tourisme durable et responsable. Et concernant le tourisme durable et responsable, le premier aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est les notions d'indicateurs et ensuite d'accessibilité numérique. Alors, indicateur, pourquoi? Parce que il y a eu l'actualisation par l'ADEME du bilan carbone du tourisme en France. Alors, vous savez qu'il y avait une première étude qui avait été réalisée en 2018. Là, ils ont refait une étude qui annonce une baisse de 16% par rapport à la première étude. Donc un bilan qui serait un peu moins fort que précédemment. Sauf que, faut se méfier un petit peu, c'est 2022, on est encore dans le post-Covid. Donc étant dans le post-Covid, on est donc dans une période peut-être, voilà, où le tourisme n'avait pas totalement encore récupéré la totalité de ses flux. Donc voilà, c'est à suivre sur les prochaines, donc à vérifier. Sachant que le transport reste prédominant, hein, on a toujours quand même 69% des émissions dans le domaine du tourisme, hein, qui sont liées au transport, contre 75% en 2018. Mais voilà, à voir s'il y a un accroissement encore de clientèle internationale, il est possible que le transport prenne un poids de nouveau très important. Alors, communiquer sur les indicateurs durables, ça concerne tous les organismes de tourisme, hein. ADN Tourisme a travaillé sur un guide des indicateurs durables et il a déjà été expérimenté par plusieurs destinations, hein, la Bretagne, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie. Et en Pays de la Loire, vous pouvez voir déjà un certain nombre d'indicateurs tourisme responsable. Voilà, vous cliquez sur ce lien et vous verrez que voilà, un certain nombre d'indicateurs sont aujourd'hui travaillés et mis en évidence. C'est un élément important parce que voilà, on peut parler de tourisme durable, mais faut-il voilà, analyser et voir de quelle manière les choses évoluent et évolue dans le temps. Alors, communiquer sur les indicateurs durables, là aussi, justement, l'Office de tourisme de la Grande Motte cette année, et on en a beaucoup parlé parce qu'il a été finalement un des premiers offices à réaliser un bilan de saison assorti de nouveaux indicateurs durables. Au lieu d'avoir un bilan de saison qui ne parle que voilà, du nombre de nuitées, d'arrivées, de, des différents éléments sur les taux d'occupation ou les clientèles. Il aborde aussi sur le territoire des indicateurs de consommation d'eau, comment la consommation d'eau d'ailleurs a été un peu régulée ou a été un peu baissée, la gestion des déchets, la qualité de l'air, l'eau des baignades aussi, la ressource en sable, hein, pour une station littorale, il y a des problématiques aussi à ce niveau-là. L'impact aussi de la fréquentation sur les espaces naturels, la biodiversité et la satisfaction des habitants et des touristes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là aussi, réflexion des territoires, des destinations, des offices de tourisme. Voilà, qualité, en effet, je vois Marie d'Accueil Paysan qui dit qualité qui prime sur la quantité. Et oui, oui, c'est intéressant d'aborder aujourd'hui, d'aborder ça. Alors, évaluer les risques climatiques aussi de son territoire. Là, c'est un cabinet de consulting hein, qui intervient sur un certain nombre de sujets dans le cadre du tourisme, qui a créé un outil gratuit d'évaluation des risques climatiques pour les opérateurs et les territoires qui s'appelle Adapt Tour. Donc, c'est plutôt à destination, en effet, des destinations hein, et des territoires. Euh, et je pense que bon, il est gratuit, mais derrière, voilà, le cabinet de consulting, j'imagine, peut en profite un peu pour faire évidemment sa promotion entre guillemets. Il n'empêche que cet outil intègre les dernières données de TRAC conformes à la trajectoire de réchauffement de référence française pour l'adaptation au changement climatique et il permet d'évaluer les risques qui pèsent sur les activités, leur capacité ou pas d'adaptation, les principaux enjeux climatiques et afin d'élaborer une stratégie d'adaptation et un plan d'action. Donc il donne déjà quelques pistes
de travail et de recommandations. Donc peut-être quelque chose voilà, à tester au niveau des territoires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé, vous pouvez le mentionner dans la messagerie. Euh, Ça peut être intéressant. Alors, pour que les touristes s'impliquent et soient impliqués plus fortement dans ces notions de responsabilité, de tourisme responsable, de plus en plus, voilà, de territoires, de destinations réfléchissent à la manière finalement de récompenser leur bon comportement. Donc Copenhague a élaboré déjà depuis pas mal d'années une stratégie de développement touristique responsable. Et là, depuis 2024, ils ont lancé un programme qui s'appelle Copenpay, qui a été à la fois testé l'été 2024 et relancé en 2025. L'idée, c'est pour des éco-gestes qui sont de venir en train plutôt qu'en avion. Donc la personne doit montrer ses billets de train. Rester plus longtemps, au moins 4 nuits. Bouger malin, c'est-à-dire avec des vélos, des bus, voilà. Donner un coup de main, ramasser des déchets, jardiner, faire un certain nombre de choses. Ils ont des récompenses. Donc ça peut être le vélo gratuit pour 24 heures, des visites gratuites, certaines visites, une croisière sur le port aussi pour les cyclistes. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont proposés. Donc c'est une manière finalement d'inciter les touristes à avoir des comportements responsables. J'ai pas remis ici, mais vous l'avez peut-être vu passer aussi. La Normandie a lancé quelque chose avec des sites de visite aussi, hein, et des activités qui font des réductions pour les personnes qui sont venues en train, hein. Et c'est quelque chose qui se développe puisque je l'ai vu récemment aussi dans un séjour que j'étais en train d'organiser, où il était indiqué que si je venais en train, je payais moins l'entrée de ma visite. Et c'était, je crois, en Bourgogne. Donc, on a de plus en plus, voilà, ce système de se dire, récompensons les attitudes responsables. Le dernier volet sur cette partie tourisme durable et responsable que je voulais aborder, c'est l'accessibilité. Accessibilité et numérique. Sachant que depuis le 28 juin, toutes les entreprises de plus de 10 salariés, donc tout le monde n'est pas concerné ici, hein, et tous les établissements publics sont légalement tenus de garantir l'accessibilité numérique de leur site Internet et de leurs services en ligne, hein. Donc c'est à la fois bien sûr un enjeu d'inclusion, mais aussi finalement d'expérience utilisateur universelle. C'est-à-dire que ça permet aussi à tous les utilisateurs d'avoir finalement une très bonne accessibilité de ces outils. Alors en France, il y a un référentiel qui existe, qui est le RGAA, qui contient 106 critères très thématiques, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont aussi du bon sens, donc qu'on peut déjà faire. Donc c'est toujours intéressant de regarder finalement quels sont les critères qui existent aujourd'hui et comment, dans vos outils, vous pouvez déjà commencer à vous adapter. Il y a des choses qui sont d'ailleurs utiles pour le référencement, comme par exemple les alternatives textuelles aux images, hein. Ben voilà, c'est bon pour l'inclusion, mais c'est bon aussi pour le référencement, hein. Vous avez l'utilisation de pictogrammes, alors qui viennent compléter. Voilà, vous avez un service, par exemple, ben vous pouvez rajouter un petit pictogramme qui permet voilà, une lisibilité meilleure. Ce sont des transcriptions textuelles ou audio-descriptions de médias sonores ou vidéos. Aujourd'hui, avec l'IA, on fait ce genre de choses sans difficulté. Mettre à disposition, par exemple, deux systèmes de navigation, savoir qu'il faut qu'il y ait un menu et puis une possibilité de recherche ou un plan de site. Voilà. Donc, il y a plein de critères. Il y a des critères qui sont plus contraignants, mais il y a des critères qui sont vraiment faciles déjà à mettre en place et qui finalement apportent une meilleure expérience utilisateur. Donc, voilà, en profiter aussi pour le travailler. Donc, dans cette partie tourisme durable, je voulais évoquer quelques évolutions de plateformes de réservation, de commercialisation ou de mise en ligne. Par exemple, Gringo qui continue sa progression. Ils ont enregistré une progression de 8% cette année, 2025 par rapport à 2024. Et ils ont enregistré 10 000 réservations, 29 000 nuitées. Donc ça augmente. Par contre, ce qu'ils enregistrent, c'est beaucoup de courts séjours, hein. Donc 31% des réservations étaient des courts séjours. Il faut voir aussi que cette année, la tendance court séjour a augmenté de façon générale, hein. Donc par les vacanciers français, les voyageurs français. Donc, on a ce type de choses avec des destinations. Alors, les destinations les plus recherchées, mais c'est lié à l'offre qui est proposée, je pense aussi au niveau de Gringo, le Finistère, l'Ardèche, le Morbihan, la Haute-Savoie, la Dordogne, bon, qui sont des destinations également touristiques importantes.
Ce qu'ils ont noté, c'est que voilà, les voyageurs recherchent avant tout la liberté, la spontanéité. Les épisodes de canicule ont amplifié cette dynamique, en poussant à réserver plus tard, à multiplier les petites escapades de dernière minute. Voilà les tendances qui ont été constatées par Gringo. Alors, autre plateforme, c'est Mover qui poursuit son développement. Mover, j'en avais parlé l'année dernière, c'est une plateforme co-construite par Clever, bienvenue à la ferme, et qui a fait partie cette année de la délégation officielle des French Tourist Days USA 2025, donc qui est en effet voilà, qui est soutenue véritablement pour son développement. C'est une plateforme aujourd'hui qui est active aussi sur les marchés nord-américains, japonais, nord-européens, qui propose une marketplace multilingue. Donc il y a beaucoup de choses voilà, qui sont en évolution sur cette plateforme. Donc la raison pour laquelle je voulais l'évoquer. Et puis, leur fonctionnalité, c'est de la recherche en temps réel, paiement multidevises, gestion dynamique des prix et une nouveauté des séjours packagés. Donc ici, j'ai fait une petite recherche, vous pourrez faire la recherche également. J'ai fait une petite recherche sur Pays de la Loire, où je vois en effet un certain nombre de séjours comme Curieuse Escalanande, Séminaire Œnotourisme, Cité de caractère Bretagne Sud, séjour en vallée de la Loire, week-end durable dans la baie de la Baule. Voilà, donc un certain nombre de choses. Alors un nouveau voyagiste aussi, c'est Veritrain, qui a été lancé à l'automne 2024 par TicTatrip. TicTatrip, je vous en avais parlé lors du précédent séminaire, qui est une plateforme qui permet de coupler différentes modalités de voyage. Et ce nouveau voyagiste compte proposer des forfaits qui incluent le train à destination de parcs d'attractions, de stations de ski, de métropole ou de stations au sens large. Donc c'est encore nouveau, il n'y a pas encore énormément d'offres, mais c'est pareil, en bonne progression, en bon développement. Pour l'instant, j'ai trouvé une seule offre pour le moment en Pays de la Loire, qui est une nuit à la Baule à l'hôtel Saint-Christophe. Il y a véritablement des choses à regarder aussi de ce côté-là, en termes d'offres avec mobilité. Et comme on parle de train, je voulais évoquer avec vous là, un peu le futur, avec le fait qu'il y a des projets de trains légers innovants pour la décennie à venir. Vous avez peut-être entendu parler de ces projets. Ils s'appellent Drési, Flexi, Teli. Donc c'est entre des partenariats industriels et la SNCF. Et donc Drési, c'est un petit train modulaire 100% électrique qui ne fait que 13 mètres, c'est celui du haut, sur la photo, qui peut accueillir 80 voyageurs, dont 30 assis, ainsi que des vélos. Et donc, vous avez Flexi, ça c'est une navette ultra légère qui permet de circuler sur rail et sur route avec une dizaine de passagers à bord. Donc, vous voyez, un peu comme voilà, le système de la navette en fait, hein. Mais simplement, elle peut aussi utiliser certaines petites lignes de chemin de fer. Et puis, Teli, c'est le successeur électrique là, des petits trains diesel qui sont encore en activité. Donc, il est un peu plus grand, il fait 30 mètres de long, mais il est également électrique et pourrait permettre d'augmenter la fréquence sur les petites lignes. Alors tout ça, on est dans des horizons. Il y en a qui sont testés, hein, Drési et Flexi. Alors Drési a été testé, je crois, déjà cet été. Flexi va être testé également. Alors c'est dans les Vosges ou dans la région. Je sais que Drési, c'était en Moselle, je crois. Thélis, c'est un petit peu plus loin, puisque ça nécessite en fait des renouvellements de rails, de trains, pardon, de renouvellement de rames. Mais intéressant de voir comment, en effet, voilà, le futur est en train de se dessiner en ce qui concerne la mobilité train. Alors, une petite start-up qui est intéressante aussi, c'est pour le vélo. Là. Airbikes, c'est le PAP du vélo. Alors, il vient concurrencer, il y a déjà une start-up qui existait déjà qui s'appelle Biki.com, hein, et qui propose de la location de vélos entre particuliers. Donc là, j'ai fait une petite recherche, je ne sais plus, à Saint-Jean-de-Mont, je crois, voilà, Saint-Jean-de-Mont, j'ai trouvé un VTT. Et donc, alors l'avantage concurrentiel de Airbikes, c'est d'avoir une assurance. C'est très important pour les dommages causés au vélo et le vol pour le propriétaire, le dépannage aussi et l'assistance pour le locataire. Donc c'est un petit peu voilà comme la location de voiture de particulier à particulier. Là maintenant, on a la location de vélo de particulier à particulier. Et ensuite, Keora, application intéressante aussi pour la gestion des flux de visite.
Donc, elle est disponible depuis juillet 2024 et donc, elle a été expérimentée, elle a été utilisée aussi de différentes expérimentations en 2025. C'est une application innovante qui encourage les visites pendant les heures creuses grâce à un système de récompense. Donc, leur principe, c'est d'utiliser voilà, les données d'affluence en temps réel et des algorithmes pour proposer les meilleurs moments. Et donc, les visiteurs vont pouvoir choisir des moments de moindre visite et récupérer des points convertibles en avantages. Donc, toujours cette idée aussi de récompense hein, qui est liée voilà, au bon comportement. Mais là, ça permet aussi de mieux gérer les flux de visites de sites. Alors, j'aborde maintenant les tendances communication-commercialisation. Alors, communication-commercialisation, euh, on a, premier point, je voulais aborder la communication touristique aussi à l'ère de l'attractivité. Les organismes de tourisme travaillent de plus en plus comme des agences, ils deviennent de plus en plus des agences d'attractivité qui rassemblent des missions de développement élargies. Et donc, la communication, c'est de mettre en valeur le territoire, mais aussi bien vis-à-vis des entreprises, des étudiants, de futurs résidents que des touristes. Et là, j'avoue que j'avais été interpellée par cette communication réalisée fin 2024 par Le Mans, qui ont envoyé 2 millions de cartes postales diffusées dans les foyers de 12 grandes métropoles françaises, et qui va en effet dans ce sens, sachant que ce qui m'intéresse aussi là, c'est aussi le support. C'est aussi de rappeler que la carte postale est un support qui aujourd'hui peut être, voilà, avoir une deuxième vie, entre guillemets, sachant que, voilà, quand on veut finalement faire plaisir à quelqu'un, aujourd'hui, on va peut-être plutôt envoyer une carte postale que simplement un mail ou un SMS. Donc, voilà, un support qui peut avoir une nouvelle vocation. Euh, alors, les dernières études sur la façon dont les Français recherchent leur destination ou leur séjour, on s'aperçoit qu'il y a toujours les proches qui sont en première place, hein. Le bouche à oreille, il joue toujours un rôle important. Donc, les Français s'appuient sur leurs proches pour trouver des idées de destination, mais ensuite devant les OTA et la télévision. L'IA, alors, c'est une étude qui a été faite là par sondage complet. Donc, c'est vrai que là, on a moins l'aspect, je pense, technologique à jouer. Donc, l'IA a été utilisée par 8%, là, à ce niveau-là. Mais avec satisfaction, euh, les gens ont été satisfaits de ce qu'ils ont pu faire. Et la réservation, pour eux, ça reste un moment de stress. Donc, il y a toujours des attentes de sécurisation. Ça revient quand même à chaque fois dans les différentes analyses, notamment la garantie de remboursement qui inquiète très largement les clientèles. Alors, une clé par rapport à la communication, c'est la relation client et l'e-réputation. Il y a eu une conférence réalisée dans le cadre de Food Hotel Tech par le responsable marketing d'Accor, qui dit, pour Accor, l'e-réputation est plus importante que la publicité réalisée par le groupe. Donc, vous voyez quand même, quand on imagine voilà, un groupe de ce type et des montants publicitaires qu'ils peuvent consacrer, voilà, l'e-réputation est plus importante. Donc, leur questionnement, c'est comment renforcer l'engagement aussi des clients. Et donc, les différentes idées qui étaient émises, c'est de travailler le storytelling et d'insister sur tout ce qui peut avoir trait justement au lien avec le territoire, la destination, le caractère plus authentique possible. Demander les attentes pour anticiper le besoin. Un point très clé aussi. Ensuite, le pendant, c'est l'humain via la recommandation locale. Voilà, c'est tout ce qu'on peut apporter en recommandation pour les activités, les sites, la restauration, et susciter la communication de partage. Donc, favoriser le fait que les personnes vont pouvoir envoyer des photos aussi, partager avec leurs amis sur les réseaux, et donc ce via bah, des expériences un peu originales, des lieux un peu originaux, quelque chose qui va en effet leur donner envie de partager cela. Et puis après, bien sûr, c'est susciter, répondre à des clients, les analyser, analyser les pistes de progrès grâce à ces différents éléments. Et pourquoi pas interroger l'IA sur ce qui se dit sur vous aussi. C'est une nouvelle manière aussi finalement d'exploiter l'IA pour savoir qu'est-ce qui aujourd'hui se dit sur votre structure. Alors, les dernières tendances de la réservation en ligne, un volume de réservation en ligne qui se stabilise,
On arrive à une certaine stabilisation. Aujourd'hui, vous voyez cette courbe du baromètre Opodo, Rafour Interactif, hein, qui montre la stabilisation auquel on arrive. Par contre, il y a une poursuite de la progression, c'est de l'usage touristique des outils numériques type smartphone ou tablette pendant le séjour pour préparer, réserver des prestations. Donc là, ça continue à augmenter. Donc là, on est aux environs de 68% et 5% de plus que par rapport à l'année dernière. Et puis, ce qui a été noté aussi, c'est la hausse des courts séjours. Je l'évoquais tout à l'heure, une hausse véritablement importante, d'où aussi la formation, par exemple, qui est faite pour les accueils vélo sur le travail de court séjour vélo. Mais c'est véritablement cette notion de court séjour est à prendre en compte. Les réservations directes est un enjeu stratégique. Le coût de la distribution des réservations directes est de 3,5% pour 12 à 28% pour les OTA. Donc, c'est un point extrêmement important aussi. La stratégie tarifaire, c'est un élément clé. La stratégie la plus efficace, ça va être de combiner le marketing digital et la relation client. Donc, ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur toute la relation client. 2 tiers des réservations directes sont issues des canaux directs, mais un tiers de campagnes publicitaires. Donc, un point également à avoir en tête hein, entre les canaux directs et la publicité. Pour la publicité, la part de Google est croissante. C'est un point important. Ça représente les 2 tiers des revenus liés à la publicité. Le social ads est intéressant de plus en plus à travailler. Donc, la publicité via les réseaux sociaux. Donc, réservation directe, là aussi, il y a un certain nombre de formations qui sont proposées et d'ateliers pour travailler sa stratégie pour développer les ventes directes. Alors, IRESA, vous connaissez ce dispositif régional qui aide à faciliter vos ventes directes. Donc, à la fois pour les hébergeurs, les opérateurs de loisirs, pouvoir intégrer votre module de réservation pour bénéficier plus de visibilité, et puis le fait que vous pouvez être accompagné par un référent ou une référente départementale. Donc un système qui reste toujours avec une adhésion annuelle selon l'outil mis à disposition, qui reste peu élevé par rapport à l'outil que ça permet d'avoir. Et donc le chiffre d'affaires est toujours en progression au fil des années. Donc on a véritablement là aussi un outil qui permet, sachant que la grosse majorité de ces réservations, de ce chiffre d'affaires est fait sur les sites directement des structures qui ont intégré le widget d'IRESA. Alors quelques nouveautés. Il y a un service additionnel avec assurance annulation. Donc ça, c'est un point intéressant. On parlait justement de cette sécurisation importante pour les clients. Et puis d'autres points qui sont plus techniques, exporter le détail à la TVA, générer des tickets de paiement et intégration aussi guide utilisateur, de tutos contextuels pour Adoc, qui est l'outil pour les prestations de loisirs. Euh, Tendance d'évolution des réseaux sociaux. Donc là, des points particuliers sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, toujours très utilisés, mais avec des petites variations quand même qu'il faut noter. X baisse de 4 points par rapport à l'année dernière, donc on avait déjà signalé qu'il avait déjà commencé à baisser. Facebook a baissé de 2 points, bon, il reste quand même le premier et largement, vous voyez, à plus de 70%, le réseau social le plus utilisé. WhatsApp, Messenger et TikTok progressent encore de plus 2 à 3 points. Et vous voyez que WhatsApp est aujourd'hui le deuxième derrière Facebook et avec vraiment un taux d'utilisation qui devient extrêmement fort. Et puis Pinterest, LinkedIn et Instagram sont en hausse très légère, mais sachant qu'Instagram est en troisième place, hein, toujours. Donc les Français qui voyagent, qu'est-ce qu'ils utilisent? Essentiellement Facebook à 72%, Instagram à 64%, TikTok à 43%. Donc voilà l'état sur ces différents réseaux. Alors, vendre avec les réseaux. Aujourd'hui, en effet, il y a cette tendance que j'avais déjà évoquée tout à l'heure. 65% des voyageurs qui ont utilisé les réseaux sociaux pour planifier leur voyage ont pris une décision d'achat ou de visite en fonction du contenu qu'ils ont vu. Et donc, c'est aussi fort pour les plus de 55 ans, puisqu'on est à plus de 53% pour eux. Donc, et tous ceux qui convertissent utilisent les réseaux sociaux pour comparer des options et des prix spécifiques. Alors, les images et les vidéos de courte durée, j'en parlerai, sont les meilleurs formats pour convertir. Et les voyageurs recherchent un contenu authentique, donc digne de confiance.
Donc ça, c'est vraiment les éléments clés par rapport à l'utilisation actuelle des réseaux sociaux. Alors j'ai remis ici, comme les années précédentes, des éléments de synthèse qu'on trouve via le site ECN, hein, sur les éléments clés de chaque réseau social. Facebook et Instagram restent les réseaux essentiels et complémentaires. La recommandation qui est faite aujourd'hui, c'est vraiment les vidéos courtes, la diversité des formats, des contenus les plus engageants possibles, des bons plans pour Facebook, des expériences pour Instagram. Et puis, pensez quand même à Facebook Ads, donc Meta Ads, pour booster la portée. Donc, vous avez ici d'ailleurs un certain nombre d'ateliers, hein, qui porteront sur les réseaux sociaux et qui sont prévus il y a une formation prévue et puis des ateliers avec les offices de tourisme. Alors, TikTok, de plus en plus influent. En Europe, on a voilà, plus de 70% de l'audience de TikTok qui déclare être susceptible d'effectuer des réservations. En se basant sur des recommandations, donc des destinations, d'expériences locales et des conseils. Il y a une nouvelle tendance, c'est dupe destination, se rendre dans des endroits moins chers et moins fréquentés. Et à savoir, TikTok a le taux d'engagement le plus élevé de tous les réseaux sociaux. Donc pour les petits et moyens comptes professionnels, cela peut être intéressant. Quelles sont les préconisations pour réussir? C'est donc des contenus vidéo. Donc pour les petits comptes, c'est des vidéos plutôt de 11 à 30 secondes ou de 30 à 60 secondes. Voilà. On est dans ces formats-là, avec une fréquence de publication de 2 fois par semaine à peu près. Diversifier les formats. On sait que les images et les carousels génèrent un peu moins de vues, mais plus d'interactions. Donc c'est intéressant, voilà, de varier les différents formats et de travailler ce qu'on évoquait tout à l'heure, le SEO, c'est-à-dire, comme pour Instagram, voilà, des mots ciblés dans les textes, des légendes, des hashtags, voilà, et être visible, ce qu'ils appellent, eux, via la page pour toi. Alors, TikTok développe de nouveaux outils. Vous avez Symfony Creative Studio, qui est une suite d'outils qui s'appuie sur l'IA et qui permet, par exemple, de créer automatiquement des vidéos à partir de visuels statiques, de créer automatiquement des vidéos aussi à partir d'instructions textuelles, de faire des clips publicitaires avec un petit avatar digital, de doubler automatiquement pour tout ce qui est multilingue. Et puis, une autre fonctionnalité qu'a mis en place TikTok cette année, c'est Travel Ads. C'est un format publicitaire personnalisé et ciblé sous forme de catalogue pour, donc, dans le domaine du voyage et des séjours touristiques. Vidéos uniques avec 10 fiches, plus 10 fiches produits, des vidéos dynamiques associées à une fiche de voyage et des carousels. Donc, des choses, voilà, à regarder, les nouveaux outils. Donc, TikTok développe beaucoup de nouveaux outils. Et puis, je voulais quand même encore évoquer LinkedIn parce que ça reste vraiment un outil important pour le réseau professionnel. Vous avez pratiquement la moitié de la population française de plus de 18 ans, de personnes actives qui sont présentes sur LinkedIn en France. Donc, c'est un réseau extrêmement important pour développer ses contacts, trouver des partenaires, développer ses relations médias. Et donc, je voulais reparler de ce réseau. Donc, un point clé pour tous ces réseaux, vous l'avez vous, c'est le boom des vidéos courtes. Donc, raconter des histoires percutantes, susciter des émotions en quelques secondes, 10 à 60 secondes, grosso modo. Donc, les avantages, c'est l'impact sur la visibilité, vous avez 40 fois plus de chances d'être partagé, l'engagement accru et l'influence sur les décisions de voyage. Donc, et on a vu comment, par exemple, Expedia utilise des vidéos pour ensuite, avec son assistant IA, pour proposer des itinéraires. Dernier aspect important aussi, c'est partager les contenus des utilisateurs. C'est une stratégie gagnante pour des contenus authentiques, hein, qui reflètent le moment présent. Donc, on peut partager. Vous avez ici un exemple sur l'office de tourisme de Biscarrosse, un Biscar Grand Lac, qui partage avec une photo qui a été prise par quelqu'un. Et donc, bien sûr, les précautions, on demande l'autorisation, hein, de partager, on attribue le crédit. Ensuite, on identifie les types de visuels, ça on le fait avant pour savoir les types de visuels qu'on veut partager. On surveille le contenu partagé, on mixe avec ces contenus. C'est important parce que voilà, ça ouvre, en plus ça ouvre vers de nouveaux utilisateurs, puisque la communauté de l'utilisateur qui est partagée est incluse dans l'algorithme. Donc voilà, vous avez également plus d'utilisateurs. Donc un point intéressant, ce partage des contenus et d'ailleurs l'authenticité, c'est le nouveau standard du voyage.
nous dit le directeur de We Are Social, les voyageurs ne veulent plus seulement rêver, ils veulent du vrai, de l'imprévu, du vécu. Donc c'est vraiment, il faut plus d'humain, de sincérité, de proximité. Ça, c'est un élément clé et qui fait d'ailleurs que voilà, il faut avoir toujours cette notion d'authenticité et d'humain dans l'ensemble de la communication qui est réalisée. Alors pour conclure, avant d'en venir au focus qu'on va réaliser sur l'IA avec Corentin Nior, j'ai résumé finalement en 10 mots-clés, 12 pardon, 12 mots-clés, les défis et les projets 2026. Euh, il y a en effet le mot-clé qu'on vient d'aborder, authenticité, vente directe, l'assistance de l'IA, le multicanal, c'est-à-dire être là véritablement où les différentes clientèles sont et sur les différents canaux où ils peuvent être. La relation client et l'engagement, vous avez vu l'importance vraiment que ça recouvre aujourd'hui et de fait derrière avec les avis clients, les témoignages, tout ça remonte aussi aujourd'hui dans votre visibilité. L'anticipation des attentes et l'adaptation aux différents clients. Hein, on a vu qu'aujourd'hui aussi, il y a pas mal de tendances là qui sont en train d'évoluer, des adaptations donc à réaliser. Euh, la stratégie tarifaire flexible et sécurisante, les éco-gestes, les circuits courts, offre de déconnexion, bien-être, noctourisme, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est lié aussi aux mobilités douces, en termes de communication, les vidéos courtes, les réseaux sociaux et le territoire, le réseau qui vous permet de travailler ensemble et d'avancer ensemble par rapport à ces différents défis et à ces différents projets. Donc, je conclus sur ces 12 mots-clés et vais proposer. Alors, si vous avez des questions, on pourra aborder l'ensemble des questions, je pense, en même temps que le témoignage avec la fin du témoignage, pardon, de Corentin. C'est peut-être, à moins que Anne-Sophie, tu veuilles répondre à ça, qu'on réponde à deux ou trois questions. Oui, ben effectivement. Alors je sais pas effectivement ouais, s'il y a des questions. En même temps, je regarde parce que je crois que Je Corentin regarde, n'est pas oui. encore arrivé, donc je vais peut-être le contacter. Mais du coup, ça peut être l'occasion Alors, effectivement si certains ont Corentin, des je l'ai vu questions. entrer tout à l'heure, hein. Si, Ah si, oui, je pardon. suis là. Corentin est Bonjour. ici. Oui, oui. Autant pour moi. Pardon. Bonjour Corentin. Il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va démarrer tout de suite le témoignage avec Corentin, et puis on pourra prévoir les dernières questions-réponses après, hein. Comme Parfait. ça, on va démarrer immédiatement cet échange. Donc, attendez, je suis en train de, en même temps, de, voilà, préparer. Très bien. Donc, Corentin, merci d'être présent avec nous. Vous êtes responsable marketing et transition digitale et la coordination mutualisée des véloroutes, C'est ça, c'est ça. exactement. Et donc, on a prévu de voir avec vous un focus sur les utilisations de l'IA dans l'activité professionnelle. Absolument. Bah, bonjour à Voilà. toutes et à tous. Merci déjà pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, en effet, comme vous le dites, je suis responsable marketing au sein d'une coordination de Véloroute, donc qui comprend la Vélodyssée d'un côté et la Scandibérique de l'autre. Vous, en Pays de la Loire, vous êtes davantage concerné par la Vélodyssée. Euh, et donc mes cas d'usage ne seront pas forcément les mêmes que vous, mais j'ai fait ce travail de projection pour aussi vous présenter des cas qui vous concernent. Un rapide historique sur ma relation à ces questions qui ont été abordées précédemment sur l'IA et les nouvelles technologies, les très récentes technologies. C'est tout d'abord la sortie, le lancement officiel de ChatGPT en 2022 qui a nourri cette curiosité et qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je teste de nouveaux outils régulièrement. C'est presque frénétique, hein, la vitesse à laquelle tout ça évolue aujourd'hui. Euh, Courant 2024, j'ai découvert aussi l'automatisation et tout ce que ça pouvait apporter. Donc je vous en glisserai deux mots un peu plus tard dans l'intervention. Et puis bah, tout ça a trouvé un écho professionnel en fait au sein de la coordination des véloroutes, euh, qui est portée par la structure Charente Tourisme, donc à La Rochelle, euh,
au sein de laquelle a été créé un lab IA au vu des évolutions de tous ces sujets-là pour un peu encadrer justement ça aussi au niveau des pratiques internes. Et voilà, au sein de la CNTV, pour celles et ceux qui connaissent, donc la Conférence nationale du tourisme à vélo, qui s'est déroulée début juillet 2025, j'ai animé un atelier sur l'IA et le tourisme. Voilà, et aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Alors, deux mots sur la structure des slides que vous allez avoir à l'écran. Euh, Tout d'abord, donc en haut, vous allez avoir le sujet des slides. Vous allez avoir l'objectif, la complexité, quelques avis et conseils à droite. Vous trouverez dans l'encart en gris donc des prompts, des instructions textuelles en français. N'hésitez pas à capturer aussi, faire des captures d'écran si jamais vous voulez vous inspirer de tout ça. Et en bas, vous avez mon process de travail. Donc, on va commencer avec un petit cas d'usage très simple qui doit vous concerner également. Ici, l'idée, c'est de créer des descriptions de publications pertinentes pour vos réseaux sociaux, tout en restant cohérent avec votre identité de marque, votre produit. Donc là, l'idée, c'est de se baser sur des mots-clés identitaires. Et donc, si vous en avez, des chartes graphiques, des guides de marque, on appelle ça, qui viendraient nourrir en fait l'IA. Euh, donc en entrée, voilà ce que vous voyez en bas, fournir les éléments à l'IA, donc à l'outil IA que vous utilisez, ChatGPT par exemple, dans sa version gratuite, ça fonctionne. Vous formez un petit, partagez un... Ouais, je vois un commentaire, j'ai aussi un écho désagréable. Je sais pas si ça vient de chez moi ou pour tout le monde. Alors moi, je l'ai pas, donc ça doit... Là, c'est un peu variable peut-être. Ouais. Je suis désolé en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir la main là-dessus. Euh, donc voilà, vous venez nourrir en fait de beaux, si, j'ai l'impression que c'est quand même. Après, ça peut être lié à un autre micro qui est ouvert sur autre chose à côté, mais voilà. Ouais. Euh, Vous m'entendez toujours bien? Oui. Ouais, parfait. Donc voilà, je disais donc voilà, fournissez vos éléments de contexte de marque à l'IA qui en fait va pouvoir s'appuyer là-dessus pour rester pertinente avec votre produit, aussi bien dans les éléments de langage que éventuellement dans les codes couleurs si vous créez des illustrations. Là, on est sur une description, donc c'est pas le cas. Euh, et ensuite, voilà, vous pouvez exporter tout ça dans un document, le relire. C'est un conseil que je vous partage. Ça a certainement été évoqué plus tôt, mais de toujours relire les produits faits par IA et de les retravailler si besoin, et ensuite publier. Ici, je m'attarde sur des cas d'usage relativement simples, mais l'idée, à travers les optimisations possibles par l'IA, c'est toujours de s'attaquer à des tâches répétitives de préférence et à valeur ajoutée plutôt faible. Donc voilà, on peut passer à la suivante. J'avais prévu un petit point pour aller plus loin. Donc là, je vous propose aussi de faire une petite capture d'écran. Tout ce qui est dans l'encart gris, c'est un petit prompt qui peut vous permettre d'aller plus loin. Et ici, l'idée, c'est par exemple d'aller chercher des idées de publication toujours pertinentes pour engager et faire grossir votre communauté jusqu'à la fidéliser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de tout ça et à aussi utiliser l'IA pour un petit peu phosphorer autour de tous ces sujets-là. Deuxième cas d'usage qui vous concerne très certainement, c'est la traduction. Donc l'idée ici, c'est de venir traduire du contenu pour le site web, les réseaux sociaux, des brochures, etc., qu'importe le support de com, et de venir toucher des clientèles étrangères. Euh, Ici, l'idée, c'est évidemment de bien connaître sa cible avant, de bien connaître ses besoins à cette cible-là, ses habitudes, parce que vous allez pouvoir utiliser aussi l'IA comme process d'affinage en fait de votre contenu, au-delà de la pure traduction de votre texte, vous allez aussi pouvoir l'utiliser de cette manière-là, et donc d'améliorer l'engagement et le taux de conversion si vous êtes concerné par tout ça. Là où va être très forte l'IA, c'est aussi d'intégrer les contextes culturels. Donc, il y a des langues, on peut évoquer par exemple le japonais qui a des couches et des surcouches de politesse qui peuvent être très compliquées d'un point de vue linguistique. Et là, l'IA, elle est très performante là-dessus. Donc là, comme tout à l'heure, l'idée, c'est d'envoyer vos éléments de langage, donc les éléments de marque, votre texte à traduire également. Vous envoyez tout ça à l'IA. Et ensuite, vous obtenez votre travail. Si vous avez les compétences linguistiques, vous pouvez retravailler ça. Vous pouvez aussi faire des allers-retours avec l'IA elle-même pour venir la challenger sur ce qu'elle a produit. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations possibles?
Et dans ce cas-là, elle vous sort des sortes de V2, V3, et ensuite, vous pouvez utiliser ce texte directement sur vos supports. Là, je vous ai mis WordPress en exemple, donc le site internet. Ça peut aussi être l'usage. Vous pouvez aussi intégrer dans votre prompt, dans vos instructions textuelles, des questions sur le SEO. Donc, traduis-moi ce texte, adapte-le à cette cible, considérant ses besoins, ses habitudes pour maximiser le taux de conversion, et optimise aussi toute la question du SEO, puisque mon support de com derrière, c'est le site web. Voilà, c'est ce genre d'usage que vous pouvez avoir dans ce contexte-là. Troisième cas d'usage, ça va peut-être davantage concerner les structures qui ont beaucoup de réunions. Ça va être tout ce qui va tourner autour des synthèses et des comptes rendus. Donc voilà, l'objectif, il est simple, c'est de générer des synthèses, des comptes rendus structurés, clairs, organisés. Par exemple, une réunion de 2 heures, c'est long de faire un compte rendu à la main. Et l'idée de l'IA, c'est aussi de l'utiliser pour générer des synthèses qui permettent de passer à l'action rapidement. Donc là, l'idée avant, le conseil que je peux vous proposer, c'est d'avoir avant tout une bonne idée du format, parce que la structure que vous allez imaginer et que vous allez du coup demander à votre outil d'IA, euh, c'est de ça dont va dépendre la qualité du résultat, selon vous. Si vous avez demandé une structure précise, vous risquez d'avoir un résultat qui respecte cette structure et donc d'être davantage satisfait de celui-ci. Toujours, voilà, vous avez un petit prompt en haut à droite. Je vous le lis pas parce que sinon on va évidemment dépasser le timing. Mais l'idée du process ici, c'est donc vous avez un enregistrement. Par exemple, aujourd'hui, on se retrouve sur Zoom. La vidéo est enregistrée. Vous pouvez récupérer la transcription directement ou utiliser des outils d'IA sinon pour le faire. Vous envoyez cette transcription à ChatGPT dans cet exemple-là. Vous utilisez ce prompt-là en lui disant rédige-moi ce relevé de décision et vous obtenez un contenu que vous pouvez partager en PDF par exemple. Évidemment, il y a un stade de relecture au milieu, mais en règle générale, si votre prompt a bien été construit selon votre format attendu, le résultat est très qualitatif. Pour aller plus loin, si vous voulez, vous avez des outils dédiés. On peut passer à la slide suivante. Oui, bien sûr, ouais, vous pourrez avoir. De toute façon, je vous ai proposé, si vous voulez, vous pouvez faire déjà d'ores et déjà des captures, mais évidemment, les slides seront intégrés dans l'envoi que Françoise vous fera. Euh, donc, pour aller plus loin, vous avez des outils en fait qui sont dédiés, des outils qui sont boostés à l'IA, qui sont automatiquement dédiés à de la synthèse. Donc là, je vous en ai mis trois avec des tarifs qui datent d'hier. Donc normalement, vous avez des forfaits gratuits en entrée. Vous êtes évidemment limité sur le temps et les fonctionnalités. Ça peut vous permettre de faire des petits tests. Et pour celles et ceux qui font beaucoup de réunions, c'est peut-être plus simple de passer par ces outils-là. Même s'il y a un petit coût, en règle générale, il est rentabilisé assez rapidement. J'ai d'ailleurs vu quelqu'un qui s'est connecté au début avec Fireflies. Ouais. Donc je sais plus qui c'est exactement l'audience, mais il y a quelqu'un qui s'est connecté avec Fireflies. Donc Firefly est peut-être leader sur le marché. Après, récemment, j'ai découvert à titre personnel Dicté AI, donc, qui est une entreprise française qui propose en fait d'aller plus loin. Donc, il ne propose pas qu'une simple transcription et une simple synthèse, entre guillemets. Il propose également des analyses plus poussées, type analyse SWOT, par exemple. Donc, si au cours d'une conversation type ingénierie touristique, on parle d'un sujet très précis et que c'est cet outil qui est utilisé, derrière, il nous partage la transcription, la synthèse, le plan d'action et une analyse SWOT de tout ce qui a été dit. Donc voilà, on a des outils aujourd'hui qui sont de plus en plus performants. Ça va très vite. Et l'idée, c'est l'intérêt de tous ces outils, c'est l'intégration dans les écosystèmes de travail de chacun. C'est pour ça que c'est vrai que pour aller plus loin, c'est certes des coûts supplémentaires, mais d'avoir ça directement intégré dans vos outils, ça vous permet de gagner du temps. Alors c'est vrai qu'on peut aussi, autre cas d'usage, c'est créer ou optimiser les visuels. Alors comment est-ce que vous travaillez aussi à ce sujet? Ouais, absolument. Bah, si vous êtes un petit peu intéressé par l'IA ou que vous avez vu tout ce qui passe depuis 3 ans maintenant, la génération d'images et même de vidéos depuis, hein, fait beaucoup parler d'elle. Euh, euh, C'est très puissant, les IA peuvent être très puissantes pour créer des visuels. Après, je sais que Françoise a mentionné plutôt quand même toutes les notions de confiance qu'on peut avoir auprès de sa communauté. Donc, il faut être très vigilant avec ça. Et il faut utiliser la génération d'images à bon escient. Donc ici, dans ce cas d'usage que je vous présente, c'est tout simplement créer des visuels personnalisés, pertinents, adaptés à vos besoins.
pour souvent répondre aussi à des ressources photographiques qui n'existeraient pas. Dans une question d'éthique aujourd'hui, photographe, c'est un vrai métier. Si jamais vous avez la possibilité de passer par des photographes, c'est évidemment mieux. Enfin, c'est mon avis personnel. Et puis après, il y a aussi des limitations de l'IA, mais voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui au niveau de l'objectif de ce petit cas d'usage. Et au niveau des avis, des conseils que je peux vous proposer, c'est souvent de rédiger votre prompt en anglais. Les IA, au niveau de la génération d'images, restent meilleurs là-dessus, légèrement meilleurs, hein. Les différences se réduisent à vue d'œil, mais voilà. Donc là, vous pouvez utiliser l'IA euh, pour traduire votre prompt français en anglais. Ensuite, je vous propose aussi de bien réfléchir, comme pour le format des comptes rendus, de bien réfléchir à la composition de l'image. Si vous avez quelque chose de très précis en tête, n'hésitez pas à le présenter de la telle manière. Et si parfois c'est plus simple pour vous, un petit croquis que vous envoyez à l'IA et sur laquelle elle peut baser sa structure, c'est beaucoup plus simple. Donc un croquis et des mots-clés, des caractéristiques attendues, et en règle générale, vous ne pouvez pas avoir de mauvais résultats. Euh, et donc, voilà, je mentionnais du coup le fait de ne pas tromper sa communauté. Donc ici, pour l'occasion, j'ai généré une petite image d'une chambre d'hôte en campagne des Pays de la Loire, au bord de la Loire, avec un charmant jardin et quelques roses sous une lumière de fin de journée. Donc, on peut passer à la slide suivante pour avoir un résultat en plein écran. Euh, donc on voit que l'image est très jolie dans sa composition, elle est réaliste. Alors, elle n'existe pas, c'est là où du coup toute la notion de confiance intervient. Elle n'existe pas, mais on voit que la capacité des IA à générer des images, elle est forte. Donc moi, j'ai généré une image de base pour commencer ce cas d'usage. Euh, on voit deux choses. Enfin, on voit une chose déjà, c'est que la qualité, peut-être, vous le voyez aussi sur votre écran, elle n'est pas excellente. Elle n'est pas celle d'un appareil photo. Et on va y revenir un peu plus tard. Mais j'ai utilisé cette image aussi pour vous montrer qu'on peut modifier des images, on peut modifier des visuels, des photos. Et donc, je vais vous montrer dans un instant quelques outils, tout d'abord, que vous pouvez garder en tête pour la génération d'images. Évidemment, ChatGPT. Vous avez également Canva, qui permet de la génération d'images. Gemini, qui est l'IA de Google. Donc ces trois premiers ont des versions gratuites, mais évidemment ont des versions payantes si vous voulez aller plus loin. Moi, je vous conseille, si vous voulez, dans les versions gratuites, d'aller voir Gemini, puisqu'ils ont sorti un modèle récemment qui s'appelle Nano Banana, qui a beaucoup fait parler de lui et qui est extrêmement puissant, hein. Donc, au fur et à mesure que l'IA s'améliore, en fait, il y a des sortes de benchmarks entre les IA qui viennent les comparer, les mettre en concurrence, et les modèles s'améliorent. Et le dernier de Google est un des plus puissants en la matière de génération d'images. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez des outils comme FreePic, Midjourney ou Adobe Firefly qui viennent proposer des fonctionnalités supplémentaires. En règle générale, ça vous permet de davantage personnaliser les images générées. Et voilà, une petite astuce, si jamais vous voulez profiter de la basse saison exactement, Nado Banana. Si vous voulez profiter de la basse saison pour avoir le temps d'essayer peut-être un ou deux outils pendant 1 ou 2 mois, ça vous permet de vous faire la main sur la génération d'images par IA avec des coûts maîtrisés et modérés. Voilà. On peut passer à la modification de visuel désormais. Donc là, l'idée, c'est de retoucher des photos, alors de manière quasiment complète ou dans le détail, donc la suppression, la modification ou l'ajout d'éléments visuels sur des visuels ou des photos existantes. Donc moi, ça vous aura pas échappé, je suis parti de la photo, de l'image générée juste avant, mais vous pouvez également, évidemment, partir d'une photo à vous. Évidemment, dans ce cas-là, vous venez interférer avec la réalité de votre photo, donc vigilance aussi vis-à-vis de la confiance. On le dit et on le répète, mais c'est important. Repartir ici d'un fichier pardon, de haute définition facilitera le travail de l'IA puisqu'elle aura davantage de détails sur lesquels se baser. Et donc, le résultat sera souvent plus réaliste. Euh, euh, Ici, du coup, vous voyez dans le petit prompt en haut à droite, donc dans l'instruction textuelle, j'ai mis rajoute un couple jeune dans ce jardin, au milieu de ce jardin, qui regarde la rivière, modifie la lumière, donc qui était de fin de journée pour une lumière de plein jour. Et vous voyez que la structure a été complètement respectée.
Seuls ont été modifiés les éléments que j'ai donnés. Vous pouvez constater que, alors on peut passer peut-être à la slide suivante pour un peu de constat. Vous voyez que du coup, la lumière du jour, elle est totalement pertinente, elle est cohérente, hein. Pour l'œil humain, on ne voit pas la différence. Ces deux jeunes gens se trouvent bien, comme je l'ai indiqué, au milieu du jardin à regarder la Loire. Donc là, il n'y a aucun manque de cohérence, voilà. Et vous pouvez voir aussi que du coup, tout le travail des ombres aussi, porté de la réflexion sur la vigne ou la glycine au niveau de la maison d'hôte, tout ça, ça a été géré par l'IA. Donc, d'un point de vue technique, c'est assez impressionnant ce que les IA peuvent faire aujourd'hui. Et donc, sur la slide suivante, on voit la comparaison avec celle d'avant. Donc, aller-retour, on voit bien que la structure globale a été conservée. Voilà, exactement. Mais on voit que l'image qui a été générée reste d'une plutôt faible qualité. Vous voyez que c'est assez flou et on peut travailler ça aussi. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Donc je vais vous montrer ça juste après ce petit cas d'école. Euh, on peut aussi modifier le style graphique d'une image. Les IA aujourd'hui, elles ont, pour vulgariser en deux mots, elles ont intégré tout le web, toute la connaissance du monde. On appelle ça la concentration de la connaissance en IA, donc en IA de génération de texte comme en IA de génération d'images. Et aujourd'hui, les styles graphiques existent à travers les images. Donc, si on peut déjà préciser dans une instruction textuelle le style graphique attendu, moi tout à l'heure, j'ai demandé une image réaliste. Euh, et donc là, je viens utiliser une IA en génération d'images pour changer le style graphique. Donc voilà, on peut ici utiliser cette simulation de dessin de ma photo. Donc là, c'est à vous ensuite d'utiliser l'IA pour nourrir votre créativité. Par exemple, vous avez un centre de loisirs qui accueille principalement des familles et vous voulez communiquer sur un jeu concours ou un week-end à destination des enfants. Voilà, c'est le genre de cas que vous pouvez utiliser l'IA à votre avantage dans ce cas-là. On peut passer à la suite. Ah, Donc voilà, en plein écran. on revient sur... attendez. Hop, là, ah oui, j'étais là. C'était celle-ci ou c'est la suivante? Ouais, on peut passer sur la suivante, celle avec le monsieur. Donc là, je vais vous parler en deux mots très rapidement justement d'intelligence artificielle qui permettent, on appelle ça en anglais upscaler, c'est-à-dire augmenter l'échelle. Et très concrètement, ça veut dire améliorer la qualité, la définition de l'image. Donc on voit ici sur l'image que l'image de gauche, c'est celle qui a été fournie, l'image de droite, c'est celle qui ressort après. C'est assez flagrant, la qualité qui est produite par l'IA. En deux mots, techniquement, ce que l'IA va faire, c'est au lieu de générer une image de 1080 par 1080 pixels, elle vient subdiviser l'image en entrées et vient créer du détail voilà, un peu partout. Et donc, nous, on peut l'utiliser aussi pour améliorer l'image qu'on a générée il y a quelques minutes. Donc là, si on passe à la suivante, on voit que ça, c'était l'image qu'on avait de base. Je vous ai dit, elle est un petit peu floue. On voit que ça manque parfois un peu de détail. Et là, je l'ai upscalée. Et donc, c'est léger, mais vous avez peut-être vu la différence au niveau de la définition des végétaux, des cheveux du monsieur, des reflets sur le t-shirt. Voilà. Si on fait avant-après, on peut peut-être voir un peu plus facilement la différence. Voilà. Il y a eu une augmentation de la qualité. Ok. Sur des supports tels que le site web, ça peut être intéressant. C'est vrai que sur des supports tels que les réseaux sociaux, les images sont souvent compressées dans des formats réduits. Donc on n'a peut-être pas besoin toujours d'upscaler comme ça ces photos, mais c'est un des cas d'usage qui, moi, m'est très utile dans mon quotidien de responsable marketing. On peut passer à la suite. Je vais vous dire deux mots aussi sur l'automatisation. Donc, en introduction, je vous ai dit que j'avais découvert ça il y a maintenant plus de 2 ans. Euh, L'automatisation, là, on ne parle pas forcément d'IA, même si l'IA vient nourrir cette automatisation. C'est quelque chose qui fait moins parler d'elle. L'automatisation fait moins parler d'elle que l'IA. Et pourtant, je suis convaincu que dans nos métiers du tourisme et dans les vôtres en particulier, l'automatisation peut apporter des pistes d'optimisation majeures, euh, minimum au même titre que l'IA, à mon sens. Après avoir essayé et bricolé beaucoup de choses, c'est mon avis du moins. Là où ça devient magique, c'est quand on automatise des process et on vient mettre des briques
d'intelligence artificielle dans ces processus-là, et là, ça devient fou. En deux mots, qu'est-ce que c'est que l'automatisation? Vous avez un petit schéma en bas. En fait, on vient créer des processus, des logiques qui commencent par un déclencheur. Ce déclencheur, c'est une action ou une périodicité. Elle entraîne une action 1, qui entraîne une action 2, puis une action 3, jusqu'à une action finale. Et ça, c'est le résultat attendu. Tout ça, ça se fait automatiquement, sans intervention humaine. Et l'idée, c'est de connecter des outils entre eux. Voilà. Donc là aussi, on revient sur la logique d'optimiser son travail et d'optimiser en particulier les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Donc, je vous ai proposé dans la slide suivante un petit cas d'usage euh, très concret de ce que peut proposer l'automatisation. L'automatisation dans dans un but d'optimiser votre temps et vos structures, vos entreprises. L'idée ici, c'est donc de créer un chatbot pour filtrer les sollicitations de votre clientèle et apporter les premières réponses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière immédiate. Donc là, on va s'attarder d'abord sur le petit process en bas. L'idée, c'est que le déclencheur, ici, c'est l'action. L'action déclencheur, pardon, c'est la réception d'un message, d'une question, qu'importe le réseau social ou le mail ou sur votre site internet directement via un formulaire, peu importe le support. Ça déclenche une IA qui vient ensuite récupérer le message, l'interpréter, comprendre les besoins. Elle vient solliciter une base de données qui a été conçue par vos soins, qui est validée par vos soins. Donc là, elle vient consulter les informations de la base de données pour venir répondre aux besoins qu'elle a identifiés. Grâce à tout ça, elle va ensuite générer une réponse complète et sourcée et vient automatiquement répondre au message reçu, qui était le déclencheur. En répondant, elle crée donc le résultat de cette automatisation. Et d'un point de vue utilisateur, elle vient créer une discussion, tout simplement, une conversation. Et donc là, vous voyez bien que ça, si ça vient filtrer 95% des réponses, enfin des sollicitations dont vous faites que vous pouvez vivre, c'est très fort. Vous pouvez évidemment dire au bout de deux messages, vous proposez à l'IA de rediriger vers un humain, et dans ce cas-là, c'est vous qui venez prendre la suite. Voilà sur l'automatisation, c'est très court, évidemment, vous l'aurez compris, on peut parler de ça pendant des heures. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est une grosse piste d'optimisation technologique dans vos métiers. Oui, ben merci Corentin, mais c'est vrai que ça, on peut passer une journée entière sur l'IA et sur les différents cas d'usage, les différentes utilisations. Je crois qu'il y a vraiment de quoi faire, et y compris sur en effet ces nouveaux enjeux autour de l'automatisation des tâches. Et là, par exemple, pour ce chatbot, vous utiliseriez quel type d'outils Alors, il y a un outil qui s'appelle N8N, donc la lettre, le chiffre et la lettre, euh, qui est open source, c'est-à-dire qu'on peut on peut l'installer sur son ordi et voilà, le faire tourner gratuitement. C'est aussi un avantage pour tester l'outil au début. C'est un petit peu technique, je dis un petit peu hein, vraiment, mais ça permet voilà, de venir poser des briques comme ça et de venir tester. Donc N8N, si vous voulez aller voir. Sinon, il y a deux autres concurrents qui s'appellent Make, donc Make. comme Euh, message, éventuellement dans le chat? je vais glisser ça ouais, dans le chat. Et sinon, il y a un dernier concurrent qui s'appelle Zapier. Je vous mets tout ça dans le chat et je vous laisse aller regarder euh, pour, euh, pour prendre connaissance de tout ça. C'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Corentin si vous souhaitez? Je sais qu'on est à midi, mais bon, voilà, on peut prendre on avait prévu de terminer vers midi, mais si vous avez quelques questions à poser à Corentin, on peut en profiter. N'hésitez pas. Je crois qu'il y avait Léonie qui est du parc oriental de Montlévrier qui demandait quelle IA vous conseillez davantage. Mais peut-être Léonie, peut-être vous pouvez préciser. Enfin, je laisse Corentin répondre, mais j'imagine que ça dépend de l'usage que vous voulez faire de l'IA en fait. Donc je sais pas, Léonie, si vous voulez prendre la parole peut-être pour préciser votre propos. Attendez, je sais pas si vous pouvez parler. Alors attends. Je Normalement, c'est sais. possible. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui, ma question c'était quelle IA vous conseillez davantage, surtout pour la première partie en termes de rédactionnel, pour les réseaux sociaux, site internet, plutôt cette partie-là. Ouais. Alors, pour répondre, je vais faire une réponse de Suisse dans un premier temps. L'IA, la meilleure IA, c'est celle que vous utilisez et vous maîtrisez
dans votre workflow de travail, dans votre processus de tous les jours. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans cette frénésie technologique des nouveautés, etc., on peut perdre très vite un temps fou dans la quête du Graal de la meilleure IA possible. À l'heure où aujourd'hui, donc les moteurs de recherche des IA, ce qu'on appelle les LLM derrière, les Large Language Models, ont tous atteint un niveau de maturité qui les différencie relativement peu selon leur usage. Donc très concrètement, vous pouvez utiliser ChatGPT comme Claude, qui est une autre IA très connue pour de la rédaction. Je ne sais pas si ça vous parle, Claude comme le prénom en français. Je vous le mets également dans la conversation. Voilà, qui pendant très longtemps a été leader sur la génération textuelle, qui paraissait plus humaine. Ensuite, ChatGPT a sorti la version 4.5 de son modèle, qui, elle, se voulait également plus humaine. Et aujourd'hui, la version 5, qui est sortie il y a quelques semaines déjà, est censée intégrer tout ça et s'adapter intelligemment à votre demande, donc utiliser les bons modèles selon votre demande. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ouais, d'accord, c'est bon, merci. Corentin, il y avait également une autre question de d'Anne-Louise qui demandait un chatbot qui remplace les FAQ ou bien les deux? C'est une super question parce qu'un chatbot peut se remplacer une FAQ, mais peut aussi venir s'appuyer sur une FAQ. Donc, vous l'aurez compris, à l'écran, on voit toujours la brique centrale, c'est la base de données. Cette base de données, très concrètement, ça peut être une FAQ que vous avez rédigée vous-même. Et donc, vous pouvez considérer avoir une FAQ dans votre site parce que c'est un support que certains préfèrent au chatbot, qui fonctionne bien, qui est rapide, qu'on connaît tous. Et ce chatbot peut venir en partie s'appuyer sur cette FAQ pour venir apporter des réponses à l'utilisateur. Là où ça peut être très intéressant, c'est si, donc là on est sur vous voyez à l'écran un processus assez simple. Si on vient enrichir ce processus avec des ramifications et tout, on peut imaginer que via les conversations recueillies par le chatbot, la FAQ on améliore la FAQ. C'est-à-dire le chatbot, il reçoit une question qui n'est pas dans la FAQ. Via les briques d'intelligence artificielle dans le processus, il vient dire, attention, là, on m'a posé une question sur les horaires de parking les jours fériés. Ça, c'est vrai que je ne le mentionne pas dans la FAQ. Je peux venir rajouter une rubrique. Je peux venir augmenter cette FAQ. Et donc, si on crée un système intelligent, on est sur un cercle vertueux où l'un vient nourrir l'autre et l'autre vient nourrir le premier, quoi. Donc moi, je dirais les deux, c'est possible, puisqu'on est sur des supports différents. Mais en effet, un chatbot a la capacité technique de remplacer une FAQ. Ouais, mais j'aurais tendance à dire les deux aussi, parce que finalement, il y a aussi les recherches intelligence artificielle par ailleurs qui vont se nourrir, et pas que le chatbot, celles qui viendront en recherche, Ouais. se nourrissent aussi des FAQ. Et Donc, pour des, et pour des questions d'accessibilité, typiquement, un chatbot n'est peut-être pas pensé, voilà, il faut faire attention, mais n'est peut-être pas pensé de manière accessible. Cependant, une FAQ peut être pensée aussi pour l'accessibilité. On peut circuler sur un site web via les touches du clavier, donc la touche Tab, entre autres, pour des personnes qui ont besoin d'une assistance auditive ou vocale. Ça peut être plus simple aussi. très bien, bah, c'est super. Merci Corentin. Je crois que Jérôme, tu voulais intervenir, il me semble. Juste Oui, faire coucou. ouais, Je- comme ça je fais en même temps un coucou. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci Corentin. J'avais déjà pu apprécier tes interventions lors d'une journée du tourisme à vélo qui avait lieu à La Rochelle il y a quelques mois. Mm. Donc, je suis en effet Jérôme. J'interviens depuis des années, moi, pour l'Académie du tourisme Pays-de-la-Loire sur différents sujets. Donc, je serai voilà, heureux d'être de nouveau au rendez-vous dans les mois à venir sur des sujets de la tarification, du marketing, un petit peu aussi d'IA. Ma question que je te pose, Corentin, elle est très simple. Par rapport à ton schéma là, de chatbot intelligent, est-ce que tu as la slide suivante qui est nous représenter ce que ça peut être réellement en termes d'illustration, tu vois, d'exemple? Parce que bah, c'est clair, c'est beau, mais est-ce que tu as un exemple en gros pour nous illustrer ce schéma-là pour un hébergement, un prestataire de loisirs ou autre chose, pour que ce soit encore plus explicite pour les pros qui sont avec nous ce matin? Ouais, alors non, je n'ai pas cette slide-là, mais un petit exercice de l'esprit, ça va pas être très compliqué. Vous avez certainement vu déjà des sites internet avec des chatbots, la petite modale en bas à droite,
qui se rétracte ou qui s'ouvre, qui clignote pour vous alerter qu'elle est là. Ça, c'est la partie interface utilisateur, donc UI, on appelle ça. Là, l'idée, c'est tout simple, hein, c'est de dire, je suis là, il y a un chatbot qui existe, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Je peux me faire discret également si vous n'avez pas envie de me voir. Et en fait, derrière, ce que montre le schéma, et c'est ça qui compte à mon sens, c'est toute la possibilité technique qui existe, tout ce qui se passe derrière cette petite modale de conversation. Donc, il faut imaginer pour un prestataire dans le tourisme, il faut imaginer son site internet avec un petit espace en bas où il y a une sorte de petite conversation qui s'ouvre. Et tout ça, c'est en fait en back-office, donc dans les coulisses, c'est connecté à des bases de données que vous avez pensées, vous avez validées, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais au niveau de l'interface, c'est relativement simple. C'est comme ce qu'on voit un petit peu partout sur la SNCF, sur un bon nombre de sites depuis longtemps. Mais en fait, si l'interface évolue peu, c'est la technique derrière et la qualité des réponses qui évoluent. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas forcément la capacité de fournir des bases de données aussi précises qu'aujourd'hui, ou du moins c'était des architectures qui étaient très complexes et très coûteuses. C'est pour ça qu'on les retrouvait que sur les grosses entreprises. Aujourd'hui, on a des méthodes, entre autres avec les trois outils que je vous ai partagés dans la conversation, on a des méthodes très accessibles qui permettent de créer ces agents conversationnels sur base de données validées euh, et ça, c'est à la portée de presque tout le monde dès lors qu'on cherche à construire ça et qu'on bricole un petit peu. Première étape pour nous, c'est d'avoir un site avec un chatbot, c'est bien ça? Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on clôt la conversation parce que c'est vrai qu'on est à midi 8. Anne-Sophie, si tu avais quelque chose à rajouter aussi. Simplement, effectivement, merci déjà Françoise pour tous ces éclairages, d'avoir fait une super veille et de nous avoir voilà, donné les perspectives à venir. Merci aussi Corentin pour le témoignage qui était vraiment concret et puis ça permet voilà, de voir aussi bien en termes de texte, de visuel, etc. Enfin, voir comment on peut l'utiliser. Et puis surtout, merci à tous d'avoir été présents aussi nombreux ce matin. Enfin voilà, ça faisait plaisir de tous vous voir virtuellement derrière l'écran. Donc, on va vous envoyer les informations avec voilà, le nouveau programme de l'Académie. On espère en tout cas que les formations, les ateliers correspondront à vos attentes. Et puis un grand merci aussi aux formateurs voilà, pour nous accompagner en fait sur ces sujets-là. Voilà. Écoute François, je sais pas toi si de ton côté tu voulais rajouter quelque chose, mais sinon merci à tous, bonne journée et puis à très bientôt. Merci, merci à vous tous. Hein, et donc, Merci beaucoup. support vous sera envoyé. Merci. Le replay également. Vous pourrez le voir sur le site de l'Académie dans quelques